Bonjour tout le monde, bienvenue à Libérer la parole, premier podcast du réseau Stand Up Wake Up, le podcast où nous donnons la parole aux voix d'aujourd'hui et aux voix de demain. Je suis votre animateur aujourd'hui, AJ. Je serai accompagné de Chancharan et Jennifer. Et nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir des invités assez exceptionnels dont je vais laisser le tour de présentation. Donc mesdames, à vous la priorité. Bonjour, du coup, moi c'est Anne. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Anne? Je suis joueuse de basket et de rugby fauteuil. D'accord. Waouh, c'est fort. Et à ta droite, il y a? Bonjour, moi c'est Julia. D'accord. Bonjour Julia. Tu fais quoi dans la vie, Julia? Actuellement, je suis étudiante en gestion de la PME. D'accord, très bien. Bienvenue. Et en restant chez les femmes, on a une invitée, enfin une chroniqueuse qui fait partie de l'équipe, tout au fond là-bas. Ah, moi c'est Tala. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Tala? Je suis analyste financière. Il y a un peu plus d'engouement que la semaine dernière, quand même. Je tiens à le dire. Non. Ah ouais, c'est le temps qui était différent. Non, voilà, je suis contrôleuse financière et je bosse depuis 2 ans et demi dans une boîte de digital. D'accord. Bah écoute, bienvenue. Merci. Et puis je vais laisser aux hommes, du coup, la parole. Ouais. Ok, je commence. Abdel, entrepreneur de longue date et fondateur sur 5 sociétés, dont la dernière qui s'appelle Buenots. Ok. Pâte à tartiner. Bienvenue, Abdel. Merci. Nickel. Mon nom est King X Serpentard, c'est mon pseudo. Mais à l'état civil, je m'appelle Leslie. Et je suis artiste, magicien, contorsionniste et danseur. D'accord. Ça fait beaucoup de choses quand même. Ouais, là c'est. Ça fait beaucoup de choses. D'accord. Ok. Bah, bienvenue. Bienvenue. Ton surnom, c'est quoi ton surnom de ton truc déjà là? King. J'ai entendu Serpentard à la fin. J'ai Bah pas oui, entendu c'est ça. Le début, c'était quoi? King X Serpentard. Waouh. Ouais, ok, super. Ok, j'allais faire une blague, mais c'est pas le lieu. J'allais faire une blague, mais c'est pas le lieu. Et on va finir avec à ma gauche. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Kipaka Gloire. Je suis contrôleur de gestion. Et là, je viens de créer mon cabinet en consulting, justement, contrôle de gestion. Et en même temps aussi, j'accompagne l'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Paris dans la restructuration de l'ambassade. D'accord, ok. J'ai l'impression qu'il y a 2 Congolais là sur la table. J'ai l'impression. Ange Leslie, je pense qu'il est Congolais. Pas du tout. Non? Avec un nom comme King X, car Serpentard. Non? Non? Et en plus, c'est une phrase comme à l'état civil. Je pense qu'en général, quand on dit à Ah oui. l'état civil, on sait que. Ok. Pas du tout. En tout cas, bienvenue à tout le monde. La première question aujourd'hui, alors, je veux juste présenter comment ça va se passer. On va discuter ensemble. On va échanger ensemble sur des thèmes bien précis. C'est une conversation. Donc, le but, c'est que justement, qu'on puisse enrichir, nous ici, de ce que chacun pense et que les personnes, effectivement, qui vont écouter ce podcast puissent s'enrichir justement de ce que vous pensez et de la manière dont vous voyez la société. Parmi les thèmes sur lesquels on va parler, bon, normalement, vous les connaissez. On va parler du harcèlement, du sport, de l'engagement. Enfin, voilà, qu'on va parler même de la société. Bien. Donc, sentez-vous libre de dire tout ce qui est et de partager aussi vos expériences. Le but, c'est de partager son expérience et que les personnes qui nous écoutent s'enrichissent de ça. Donc, justement, ça m'amène à ma première question. Qu'est-ce qui vous a motivé, justement, pour participer à ce podcast? Jetez-vous à l'eau. Je commence. Bon, déjà, en fait, le discuter de différents sujets, ça c'est déjà intéressant. Et de partager. Ok. C'est de la base, mais voilà, c'est ce que je pense personnellement. Mhm. Ok. Perso, moi, c'est pour libérer la parole. Parce que la parole doit être libérée. D'accord. Alors, Ah, il Ouais. est camerounais. Non, il Ah. est camerounais. Ah, il est camerounais. Si nous aurait fait ça avec un accent, on s'aurait dit, ouais, on est sur sur une émission camerounaise, tu vois. Là, vraiment, faut libérer la parole. T'as raison, libérons la parole. c'est super important. Ouais. Alors, pour la continuité, moi, ce qui me motive vraiment à faire ce podcast, c'est que j'ai été visiter ce que vous faisiez. Je trouve ça génial. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de mise en valeur de la parole des jeunes qui entreprennent. Mhm. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus qu'une nécessité, c'est vital. Mhm. On doit vraiment inspirer les générations qui arrivent parce qu'on n'a qu'une seule mission, comme dirait mon père, c'est de faire des enfants bien meilleurs que nous. Putain, ton père, c'est un Belle visionnaire. Hein. Ouais. Et il fait ça avec un accent ou pas? Et en arabe. Super. Le message reste le même. Exact.
Donc, je passe à ma gauche. Moi, c'est ma première expérience, la première fois que je fais ça. Et du coup, ça m'a beaucoup intéressé. J'ai regardé un peu ce que vous faisiez sur les réseaux. Ça m'a attiré, donc je me suis dit, why not. Moi, je suis un peu wine life, donc Ok. Il Voilà. faut tout tenter, c'est ça. C'est Exact. Juste les gars, petit rappel, regardez les caméras, ne me regardez pas moi. Regardez les caméras. Juste un petit rappel, hein, regardez les caméras et comme ça les gens ils vont se sentir que vous leur parlez, c'est important. Et Anne? Du coup, moi, c'est partager mon expérience et pouvoir m'enrichir aussi des autres expériences. Et moi, je trouve ça super aussi de pouvoir justement découvrir plusieurs expériences et plusieurs domaines aussi. Ok. Bon, on finit par toi, Ange. Gloire. Non, Gloire, il a déjà parlé, il a dit Non, libérer Gloire. la parole. Ah non, c'est vrai, excuse-moi. Tu vois, vraiment, c'est Serpentard. Tu vois, C'est influencé par le Serpentard, c'est ça. c'est resté. Après toi, Gloire. Alors, moi, je vais aller à contre-courant de ce qu'il a dit précédemment en parlant d'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui pensent que tous les jeunes doivent entreprendre. Et comme je suis beaucoup à cheval entre la République démocratique du Congo et Paris, on sait tous qu'en Afrique, tous les gouvernements, en fait, ils poussent la jeunesse et aussi les femmes à entreprendre pour un peu, on va dire, se délaisser de leur, comment dirais-je, leur prérogative de créer de l'emploi en disant on met en place des structures, on met à votre disposition de l'argent pour entreprendre, alors qu'il n'y a pas que l'entrepreneuriat, il y a aussi l'éducation. Quand on dit éducation, c'est pas forcément l'éducation scolaire. Et moi, pour ma part, j'estime que le plus important, c'est vraiment encourager les jeunes à développer leur intelligence interpersonnelle. Ok. Bien. Bon, je vais laisser la parole à mes deux co-animateurs. Pourquoi vous vous êtes engagés, vous, chez Stand Up Wake Up? Pour moi, c'est pour sensibiliser pour les jeunes sur le niveau de l'harcèlement et aussi partager mon histoire personnelle sur le harcèlement aussi. Donc voilà. Moi, parce que j'adore déjà échanger avec les gens en général, mais surtout avec les jeunes pour comprendre ce qu'ils veulent faire, parce qu'on les écoute très peu en fait. Et je pense que au travers de cette association et même de ce podcast, justement, on peut les écouter et puis leur voix est importante aussi. Ok, bah parfait. Et du coup, après ce que Anne m'a dit, ça m'a laissé, ça m'a fait poser une question par rapport au sport. Anne, toi, tu fais du basket et du rugby. Comment ça se passe parce que je connais pas ce milieu, on connaît pas ce milieu, je pense tous. Comment ça se passe le milieu du handisport, notamment dans du handisport, notamment dans le basket et le rugby? Alors, faut savoir que déjà, c'est pas professionnel, donc on peut pas vivre de ça. Okay. Même si on est en équipe de France, donc on peut avoir quelques primes, mais du coup, je connais personne qui vit de ça. Ça, c'est important à dire parce que à chaque fois, moi, on me pose la question. En tout cas, ouais, du coup, non, moi, je travaille aussi à côté. Après, du coup, moi, je fais les deux sports. Après, tout le monde ne peut pas forcément faire les deux sports. Le basket fauteuil, c'est complètement équivalent au basket valide. Il y a juste la reprise de dribble. Nous, on a le droit au marché donc de garder la balle, de pousser, après faire un dribble et repartir. Mais sinon, les règles sont exactement les mêmes. Par contre, au rugby, c'est totalement différent. Ça joue à 4 contre 4 sur un terrain de basket. Donc, c'est des fauteuils blindés parce qu'on se fonce beaucoup dedans. Il n'y a pas de plaquage, mais il y a beaucoup de contact entre les fauteuils. Et après, donc ça peut arriver qu'on tombe aussi. Donc, il y a... par contre, pour faire du rugby, donc déjà, ça joue avec une balle de volley parce qu'en fait, les pratiquants... ils sont assimilés tétraplégiques, donc c'est-à-dire qu'ils ont un handicap au niveau du haut du corps. Moi, par exemple, je peux pas bien ouvrir mes mains. Et si j'avais eu que les jambes, c'est bête à dire, mais j'aurais pas pu faire de rugby parce que j'aurais pas été assez handicapée. D'accord. Mais c'est pour ouvrir aussi à tout le monde, l'opportunité de pouvoir justement faire du sport. Si on ouvrait à tout le monde, justement, ça enlèverait, je pense, aux personnes qui ne peuvent faire que ça, en fait. Et donc, voilà. D'accord. Et en parlant de ça, justement, parce qu'on a eu les JO en France, il y a une question, enfin, c'est même pas une question, c'est je n'ai jamais compris pourquoi il y avait les Jeux Olympiques, après suivi des Jeux Olympiques, et je me suis dit, en fait, quand on parle d'inclusion dans une société, pourquoi ne pas tout faire, en fait, en même temps? Et j'aimerais savoir, c'est quoi votre avis à propos de ça, parce que je me suis toujours dit, mais en fait, en termes d'inclusion, tu peux pas parler d'une société inclusive si, en fait, tu organises des Jeux Olympiques. Une fois que c'est fini, parce qu'en plus, à ce moment-là, la hype, elle est vraiment élevée.
Après, on passe, en fait, il y aura la partie handisport et en fait, là, on voit que les audiences ne sont plus les mêmes. Et je dis, mais en fait, si vous voulez que tout le monde en profite, mettez-les en même temps, ça profite à tout le monde. Et en plus, je pense que par rapport au salaire, en vrai, ça serait beaucoup plus intéressant, je pense, à ce moment-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, autour de la table? En vrai, t'as raison. J'y avais jamais pensé, j'avais jamais pris la chose comme ça, mais oui, c'est vrai. Moi, je regarde très très peu les Jeux Olympiques, mais c'est vrai que j'entends surtout parler des Jeux Olympiques plutôt que des Paralympiques. Et donc, ouais, ce serait un véritable changement que ce soit en même temps et qu'il y ait pourquoi pas un match olympique et un match paralympique pour que tout le monde puisse découvrir. Parce que c'est vrai que souvent, on a tendance par cliché à se dire c'est moins impressionnant. Mais je pense que madame qui fait du rugby, maintenant qu'elle nous dit qu'il y a des vrais coups, bah, ça nous donne envie d'aller voir et de voir. Il y a peut-être presque beaucoup plus d'intensité que dans le rugby olympique. Donc ouais, ce serait un véritable changement, je pense, de pouvoir faire ça. C'est une excellente idée. Parce qu'en fait, il y a tout un parcours derrière quand même. Il y a une vie, il y a des expériences de vie qui sont expliquées. En fait, avec les Paralympiques, ce que j'ai vu, parce que je regardais beaucoup, je pense que ce qu'il y a en plus des JO, entre guillemets, ce qu'on appelle malheureusement classique, c'est que en fait, il y a comment ils sont arrivés jusqu'ici, en fait. Et c'est leur challenge. C'est un challenge, il y a une vie, alors que moi, j'ai eu des camarades qui ont fait les JO, enfin, aux 100 mètres, etc. En fait, on court après une victoire qui est totalement différente. Donc ça, c'est aussi un point de vue sur la chose. Je suis en phase avec ce que vous avez dit. Serpentard. Totalement d'accord. Je disais, quand il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Voilà, vous avez déjà tout dit. Les expressions et tout, t'as raison. Non, en fait, je trouve ça intéressant dans le sens où, tu vois, tu disais que aujourd'hui, tu peux pas vivre de ton sport. Ouais. Alors qu'il me semble que les personnes qui participent aux Jeux Olympiques, notamment pour le cas de la France, que ce soit pour les compétitions internationales pour la France, je crois qu'ils sont rémunérés sur la base de nos impôts en plus. Ouais. Donc pourquoi, c'est eux qui décident à qui donnent nos. Enfin, je vais pas lancer une révolution, hein, mais j'ai envie de dire que c'est quand même l'image que ça, qui nous donne du coup de ça, c'est que on part du principe que parce que le sport, plus ou moins pour les valides, si je peux dire ça comme ça rapporte beaucoup d'argent. Parce que je crois qu'au final, c'est ça, c'est les droits TV au final. Les sponsors. C'est Les ça. droits Plus ça rapporte de d'image, l'argent, plus c'est. Mais je pense qu'au bout d'un moment, quand c'est les Jeux Olympiques, qu'on célèbre le sport dans la globalité, franchement, mettez tout le monde au même endroit. Comme ça, Et en fait, après, les audiences sont les mêmes, en fait. Enfin, moi, je pense aussi qu'il n'y a pas assez de médias, de médiatisation. Il y a pas assez. Enfin, moi, je m'entraîne juste à côté de la Tour Eiffel, donc on a des matchs, pas de rugby, mais de basket presque tous les week-ends au cours de l'année. Et c'est vrai qu'il y a presque personne parce que même la ville, elle met pas en avant, alors que c'est des matchs. C'est gratuit, hein, en plus. Même les gens, pareil, des fois, ils me demandent, mais non, c'est des entrées gratuites, vous pouvez venir voir, juste même regarder. Et je pense qu'il y en a qui seraient intéressés, mais c'est juste que ils le savent pas. Et puis, ça passe pas à la télé. Ouais, aussi. Et c'est ça aussi. Pas assez de médiatisation. Après, les gens, c'est ça en fait, ils médiatisent un peu ce qu'ils veulent aussi, donc en soi. Mais je veux dire, c'est que quand on parle d'inclusion, il faut inclure tout le monde et il faut pas mettre des gens de côté. Et surtout que le sport, pour moi, normalement, ça a une force justement de réunir les gens. On peut avoir sur un terrain de sport des personnes qui ont des passés totalement différents, mais par contre, quand on se retrouve sur le terrain, on partage une passion unique. Je pense que moi, j'ai fait du basket. Je pense que toi qui fait du basket, on a la même passion. C'est juste qu'on le joue de manière différente, tu vois. Et je pense que c'est ça qu'il faut pousser en avant. Ça reste le même sport avec des difficultés autres. Parce que c'est vrai que quand tu prends un rugby, le rugby, tu rentres, tu sais que t'as une chico, après tu ressors, t'as plus une chico. Mais tu sais que, au moins, c'est la même passion derrière. Ouais. Et je pense que c'est ce qui me choque un peu dans la société. Je pense que ce type de podcast, justement, c'est bien pour montrer aux gens que, oui, il y a des choses sur lesquelles on met pas assez d'accent, alors que les gens voudraient les voir, quoi. Je pense que on part de. On est encore en retard sur beaucoup de choses, quoi. Oui, je pense aussi. Et toi, par exemple, dans le cas de ton sport, si tu avais la possibilité de changer quelque chose aujourd'hui, tu changerais quoi? La médiatisation déjà. Et je pense que c'est compliqué aussi, même au niveau de la fédération handisport. Ils gèrent quand même 30 sports. Et alors que en valide, ils ont chacun leur sport. En fait, chaque fédé a son propre sport. Et je pense que ça aussi, ça joue aussi dans tout ça. Et après, malheureusement, nous, on pensait que même les jeux, ça allait faire peut-être un peu plus
d'avancer, mais ouais, de changement. Et au final, je pense qu'on en est toujours un peu au même stade, même si les gens au moins connaissent plus de sport, par exemple, vu que ça a été quand même un petit peu diffusé et des gens ont été regardés, mais sinon c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'avancées et de changements. Ouais, non, c'est normal. Enfin, je comprends. Enfin, il y a des trucs qu'on comprend pas, de toute façon. Mais parce que c'est comme moi, ça m'a toujours choqué de me dire, attends, ils font une ouverture pour les Jeux Olympiques. Oui. Après, ils font une fermeture. Une autre Après, ils font une ouverture. Ouais. Économiser de l'argent, en fait. C'est une ouverture pour tout le monde. Et puis tout le monde. Au moins, nous, on paye, on vous dit. Moi, je pense qu'à partir du moment où on paye, en vrai, on devrait avoir notre mot à dire. Limite, même pour la cérémonie, je devrais avoir mon mot à dire. J'ai envie de dire, non, mais qui fait quoi Je pense que même pour choisir les équipes, je devrais avoir mon mot à dire. Non, mais je paye. Mais après, je pense aussi que tout ce qui est handisport, il y a aussi un problème de licenciés. En fait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes, par exemple, des équipes de football d'handisport. Ils n'ont pas forcément assez de moyens parce qu'il n'y a pas de licenciés. Et tant que vous avez un nombre insuffisant, vous avez du mal à attirer les sponsors parce qu'un sponsor, en fait, il va mettre de l'argent pour avoir de la visibilité, pour toucher un public assez large. Et malheureusement, c'est triste à dire, hein, c'est la triste réalité. Dans le domaine de l'handisport, c'est un peu il y a pas beaucoup de personnes, ils sont vraiment minoritaires. Et on sait que on vit dans un monde où c'est un monde mercantiliste. Dès lors que vous êtes minoritaire, on va vous donner quelques petites miettes. Donc je pense que le plus important serait déjà de commencer à travers les jeunes, préparer la génération à venir, à respecter les handicapés, à donner davantage de visibilité aux sports qui sont pratiqués par des personnes vivant avec handicap. Et je pense que dans 30 ou 40 ans, les choses pourront évoluer. Ok. Mais est-ce que c'est pas un peu le serpent qui se mord la queue? Parce qu'au final, si tu n'as pas de médiatisation, les jeunes ne connaissent pas. Si les jeunes ne connaissent pas, il n'y a pas de licenciés. Donc si tu attends qu'il y ait des licenciés pour que les gens viennent et que tu n'en parles pas, en fait, le problème ne change pas, en fait, le problème reste le même. J'ai envie de dire aussi, c'est aussi le rôle justement de ces personnes-là, en l'occurrence de la Fédération française, de faire la sensibilisation dans les écoles. Et je pense que si la Fédération française décide de sillonner la France, de faire des conférences, des colloques, d'organiser peu importe quel événement dans les lycées et collèges, que ce soit le principal ou le directeur d'école, il dira pas non. Donc tout est une question de volonté. On peut pas, comment dirais-je, je dirais pas se plaindre. On peut pas dire que oui, on est mis de côté tant que nous-mêmes on se retrousse pas le manche. Donc c'est. Ouais, mais est-ce que tu vois, par exemple, dans le cas de Anne, elle n'a pas le pouvoir de se dire demain je vais aller faire ceci pour changer la chose, en fait. Il faut qu'elle soit soutenue. Là, tu parles de la fédération. Oui, la fédération aujourd'hui, elle vit plus ou moins de ce que les licenciés donnent. Je pense qu'elle a tout aussi le pouvoir, justement, de s'impliquer à mener des actions pour que le sport soit reconnu, en fait. Si elle le fait pas, en fait, effectivement, moi, je pense que c'est comme le lobbyisme, en fait. Tant que ton lobby il est plus petit, tu n'as aucun pouvoir en soi. En vrai, on est dans un monde où on voit le pouvoir des lobbies. Hein. Bien sûr. Donc, effectivement, il va falloir effectivement que justement, la fédération s'élève pour dire non, on veut pas avoir la même part de gâteau que tout le monde. Il faut juste que ça soit équitable. On a besoin de plus de moyens pour développer des structures. En fait, donnez-nous les moyens de les développer. Et comme tu disais, il faut faire justement de la sensibilisation dans les écoles, dans les associations, faire de la sensibilisation partout pour qu'effectivement, les personnes aujourd'hui qui ne connaissent pas, il y a sûrement des jeunes gens qui sont aujourd'hui en situation de handicap, qui ne savent pas qu'ils peuvent faire du sport, ils se développent à travers le sport. C'est comme, je prends l'exemple, par exemple, de la représentation pour les personnes qui viennent de l'immigration. Quand on n'a pas, tu te dis qu'en fait, tu peux rien faire. Et quand tu commences à avoir 2, 3 cas des personnes qui commencent à agir, tu te dis, ouais, en fait, c'est possible même pour moi. Et je pense que c'est ce qui manque, en fait. Mais c'est pas une question de moyens. Est-ce que c'est pas une question de volonté, du coup? J'ai envie de te dire, Anne, elle est là, justement. C'est une bonne chose. C'est un début. Ouais. Donc, c'est un début. Forcément, il peut y avoir une personne qui va l'entendre, va dire, tiens, je suis intéressé, j'aimerais bien la rencontrer. On va l'inviter dans une entreprise, dans les écoles, et peut-être dans 3, 4 ou 5 ans. Et après, comment dirais-je, entreprendre ces genres de choses, en fait, il faut se projeter sur le futur. Il ne faut pas dire, ok, je veux le changement dans l'immédiat. Non, on fait quelque chose et on verra le résultat dans 10 ou 15 ans. Ah, donc le changement, c'est pas maintenant? Bah non. Bon. Non. Petit pas par C'est petit utopique. pas. Ça prend du temps. Non, il y en a un qui nous avait dit que le changement, c'était maintenant. Donc j'ai envie de dire... Non, mais je comprends. Et il
Il y a un thème que je trouve intéressant justement dans le sport. Je sais pas si vous faites du sport ici. Toi, tu fais tout plus ou moins. Ton corps, il est un peu, il est serpentard. Tu vois. Donc toi, tu fais un peu tout. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui font du sport autour de la table, du coup, à part Anne? Un peu de salle, un peu de foot. Ok. À haut niveau. Non, Ah, Sport du dimanche. pas pro. Trop vieux. T'es pas pro quoi. Négatif, pas du tout. Non. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, je fais du badminton. Ok. Ah, attends. Quand même, ça se prend. Il y a des gens qui font du. Oui. Ah bon? Ah, c'est très. D'accord. Non, c'est très technique parce que j'en ai cours, fait. hein. Ouais, Ah, tu cours exactement. beaucoup. C'est très technique et très. Non, mais je savais pas qu'il y avait. Ok. Et t'en fais à haut niveau? Non. Ouais, tu. Je joue du dimanche aussi. Voilà. Ouais. ok. Ah, Il fait ça sur la Nous plage, aussi. après il nous dit qu'il fait du badminton. Non, mais toujours plus. Et toi, EJ, est-ce que tu fais du sport? Pendant longtemps, j'en ai fait. Ouais. J'ai joué au basket, je suis arrivé jusqu'au niveau région. Avant que ma mère elle me dise va faire des études. Ça paye pas. Et j'étais là, maman, s'il te plaît, je peux aller à la NBA. Elle a dit non, c'est un jeu. Va faire des études. Donc du coup, j'ai dû choisir entre les études et le sport. Et ma mère elle m'a dit de choisir les études. Et t'as fait quoi comme étude? J'ai fait des études. Alors j'ai fait tellement d'études. oh. Attendez. Je vais contextualiser. Je suis congolais de Brazzaville. Ah, Et les Congolais de Brazzaville aiment les études. C'est vrai. Ok. Parce que nous, on aime avoir le cerveau rempli. Ok. Donc, du coup, j'ai commencé une année de droit, mais c'était un peu un truc d'escroc. Tu vois. On est allé Non, la première année de droit, c'était pour la bourse. La bourse, Tu vois. C'était pour la bourse. On va pas se mentir. On y est allé pour la bourse. On respectait les règles, mais c'était pour la bourse. Une année sabbatique, mais payée, tu vois. Après la deuxième année, j'y suis allé vraiment. Je me suis dit, bon, tiens, je vais faire les choses bien. J'aimais aucune matière à part le droit constitutionnel. Parce que d'une, il y avait une prof de droit civil qui était tellement nulle. Quand elle arrivait en cours, elle te disait des trucs, tu te dis, oh putain, c'est pas possible. Déjà, tu sais, quand ton cours, il est nul, enfin, les sujets sont trop importants et trop challengeants, tu as besoin de rendre le cours un peu vivant pour que les gens s'intéressent. Mais si tu arrives, tu dis, ouais, on va encore parler de droit civil. Ok. Et en plus, elle te parle de droit de divorce et compagnie. Mais moi, ça m'intéresse pas de briser des mariages. Tu vois, on va parler de divorce. Non, ça m'intéresse pas, tu vois. Donc, impossible de réussir en droit en aimant une seule matière. Donc, ma mère m'a dit, arrête. Et donc, du coup, j'ai arrêté. Et après, j'ai fait derrière, je savais pas quoi faire. J'ai fait un BTS, mais par opportunisme. Parce que je savais que j'allais partir pendant 3 mois à l'étranger. Je me suis dit, trop bien, un voyage de 3 mois, c'est trop cool. Et du coup, j'ai fait ce BTS-là. Mais bonne opportunité parce que j'ai découvert derrière la communication, le marketing, l'entrepreneuriat. Je me suis dit, ah, trop cool la communication et le marketing. Tiens, viens, je me lance là-dedans. Mais sauf qu'en fait, à ce moment-là, j'ai fait une licence. Mais toutes les écoles de commerce, elles vendaient des cours, des formations en communication et marketing, tu vois. Sauf qu'elles te disaient pas, viens, le marché du travail est bouché, viens. Le marché est bouché, mais viens quand même, tu vois. Mais elles te disaient pas ça. Du coup, oui, je fais licence, master, tout ça en droit. Je sors de là. J'attends. Ouais. T'enchaînes t'enchaînes les CDD 6 mois, 1 an. À un moment, je me suis dit, en fait, non. Il faut trouver un truc plus stable, en fait. Et du coup, en fait, derrière, j'ai fait une reconversion pour devenir business développeur. Parce que je me suis dit, travailler plus pour gagner plus, c'est possible. Et quand tu es commercial, tu peux le faire, tu vois. Donc, je suis devenu commercial et depuis, ça va. Ça va mieux. Il y a du boulot en tout cas parce que les gens, s'il y a quelque chose qu'on ne manquera pas, c'est des choses à vendre. Exact. Donc pour le coup, là-dedans, il y a du métier. Donc j'ai fait ça et voilà. Donc j'ai abandonné le sport pour devenir vendeur. Pas au champ, mais voilà, simplement pour mon parcours. Et je voulais parler de sport parce qu'effectivement, je trouve que le sport, comme on disait justement, ça a la faculté de rassembler les gens. Mais il y a aussi des choses qui doivent être régulées dans le sport, notamment le harcèlement. Et je voulais savoir, vous n'avez jamais fait du sport le dimanche, donc on ne peut pas vous poser la question. Mais est-ce que toi, Anne, justement, tu as pu constater justement du harcèlement dans le sport? Alors moi, personnellement, non. Mais après, oui, ça existe, ça je le sais. Et même harcèlement sexuel aussi. Voilà, moi j'en ai entendu des histoires aussi, même entre ou arbitres, voilà. Mais sinon, harcèlement moral ou, voilà, j'avoue, j'ai
j'ai pas trop d'expérience là-dessus. Est-ce que tout le monde est comme moi? Parce que moi, en fait, quand j'entends harcèlement, je me dis handisport, c'est tellement trop, c'est tellement cool, c'est tellement gentil. Il faut faire Que je m'attends pas qu'il y ait des gens qui fassent des dingueries dans ce Ouais, monde. perso, ouais, moi, On est c'est ça d'accord, qui- là, je suis pas le seul. Ouais. Je suis pas le seul. Ouais. Parce que moi, je me dis handisport, les mecs, ils doivent être hyper cool, tranquilles. Ouais. Harcèlement, moral en plus. Bah, justement, c'est là en fait, on se dit que dans les milieux, par exemple, moi je sais que j'ai travaillé dans beaucoup d'associations, on se dit que c'est le monde des bisounours, etc. Ouais. Et justement, comme on s'y attend pas, c'est là où il y a le plus de vices, malheureusement. Ah ouais. Non. Ah oui, et donc du coup, et dans, dans votre vie ou dans votre quotidien ou dans votre travail ou peu importe dans le domaine dans lequel vous êtes, est-ce que vous avez été confronté au harcèlement ou est-ce que vous avez connu du harcèlement autour de vous? Wow. Scolaire. Je pense que tout le monde a connu un moment de sa vie, genre l'harcèlement scolaire. Mhm. Après, ça dépend. Je pense qu'il y a différents degrés. Oui. Il y a différents degrés d'harcèlement. Il y a celui où on va dire léger. Enfin, pour moi, aucun harcèlement est tolérable. Mais il y a le léger, il y a le hard et le hard du hard. Ok, il y a le plus. Voilà, Après, c'est le soleil. exactement. Là où tu vois le soleil, c'est plus bon quoi. Mais je pense scolairement, oui. Après, ça dépend du niveau scolaire, le seuil de tolérance. Quand par exemple tu reçois le harcèlement scolaire en maternelle, tu comprends pas forcément. Donc tu peux avoir ce déni-là et être en mode est-ce que c'est vraiment de harcèlement ou pas. Mais plus tu grandis, plus tu es confronté, je pense. Mais juste, excuse-moi. Pardon, vas-y. Mais en fait, tu as parlé de harcèlement scolaire en maternelle. Oui. Ça Ouais. existe Ah, Ouais. les plus Déjà, petits sont tu les plus crois pas mauvais. pour les handisports. Non, mais déjà, ça j'ai- m'inquiète, c'est- hein. Attends, non, Ça m'inquiète, là. non, non. Dans un monde de bisounours, Non, non, en fait. non, Voilà j'ai- ce qui se passe. J'ai juste dit, moi, quand il y a des trucs qu'on t'entend, tu dis, non, mais tu te dis, là, normalement, c'est des milieux, normalement, il ne doit pas avoir de Il n'y a soucis. plus de normalité. Mais il n'y a plus de normalité, c'est vrai. Mais quand tu parles de harcèlement scolaire en maternelle, déjà, Ouais. en fait, je pense que le harcèlement, c'est comme tous les sujets, chacun a sa définition du harcèlement. C'est quoi le harcèlement? Parce que tu vois, moi, tout à l'heure, je fais des blagues sur mon cher camarade camerounais, tu vois. Il pourrait très bien dire que je le harcèle, tu vois. En fait, le harcèlement, c'est quand même un acte répété. Ouais. Parce que si tu fais une blague comme ça, on va te dire non, etc. Mais dans la loi, c'est quand même un acte répété Ok. Sur un qui- sujet. sur un sujet ou autre, mais qui va porter atteinte à la personne. Exactement. C'est-à-dire qu'elle va revenir tous les jours en se C'est disant, malsain. avec la boule au ventre, et des fois, même en maternelle, où tu as des jeunes qui se tuent. Quoi. Mais surtout en maternelle. En Parce que maternelle juste- oui. Non, 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 c'est quoi la maternelle? Non, 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 Attends, non, je non. t'explique. Attendez, des jeunes qui se tuent en maternelle. Excusez-moi. Maternelle, c'est bien le truc où on allait faire la sieste. Ouais. Exactement. Ouais. C'est ça la maternelle, Plus on est en d'accord. section, mais Le sinon, truc où on ouais. avait 4 ou 5 ans. Oui, Et oui. Ouais, c'est ça. Il y a des enfants de 4 ou 5 ans qui se suicident. Malheureusement. Exactement. Oh, quand même, non. Non, non, non. non, pardon. Attends, pardon, attends, non, non. J'ai pas dit 4 ou 5 ans, mais c'est de plus en plus jeune. En Ouais. primaire, je veux dire. Enfin, si tu parles de la primaire, je peux dire, ouais, c'est vrai que. Oui, mais là- 5-6 ans, tu connais quoi? Tu joues au POG. Non, mais- Ouais, Ah mais non, déjà, non. s'il y a des enfants qui, à cet âge-là, connaissent déjà leur orientation, alors. Ouais, non, si, il y l'harcèlement. en a, si. ils savent déjà que. Bah, Par exemple, ouais, c'est ça. Moi, Ça m'étonne pas, moi. c'est ça, moi, j'étais dans une association où c'est protection à l'enfance. Ouais. Et nous, moi, le bâtiment est dans ce qu'on appelle une MEX, maison d'accueil pour enfants. Et ça commence à 2 ans. Ouais. D'accord. Donc déjà, C'est si quoi tu- vous appelez le harcèlement En à fait, deux le ans? harcèlement, comment t'as dit, Non, c'est mais répété. explique-moi, expliquez-moi. Non, non, Définir non, le je parle harcèlement de d'abord. l'atteinte un enfant peut être atteint par différentes choses, À 2 ans. dont le harcèlement. À Bien. 2 ans. À Bien. partir de 2 ans, ils sont accueillis. J'ai pas fini. Par qui? Non. Je veux savoir par qui. Et en fait, peut être le adultes comme les harcèlement, enfants, hein. ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être sur la tenue vestimentaire. Parce que les gens, avec les réseaux sociaux, moi je parle pas de 2 ans bien sûr, Mhm. mais avec les réseaux sociaux, ça va très vite. C'est-à-dire Ouais. que tout est normalisé. On Mais voit même avec des les choses, parents. des fois on tombe sur des vidéos, on se dit, mais ils ont quel âge? C'est vrai. Ouais, ça c'est vrai. Et c'est normalisé et ça devrait pas l'être. Mais de plus en plus jeune, en effet. Non, ça devrait pas l'être. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est quoi le. En fait, c'est quoi le harcèlement? Non, mais Parce que tu vois, moi, enfin, je sais pas, moi, j'ai 33 ans. ok. Ouais. J'ai vécu à une époque où ce que je fais avec Serpentard, King X, Ouais. ok. Ah, on se connaît, non? Ah, ok. Tu vois, c'est quand on se fait se taquiner et compagnie, ça passait, on rigolait, tu vois. Et aujourd'hui, franchement, je pense que s'il y a des gens dans cette génération qui passent une soirée avec moi et mes potes, ils ressortent de là et disent on m'a harcelé toute la soirée. Exactement. En fait, Alors ça que nous, dépend. c'était Ça que des dépend. blagues, on rigolait. Et je veux savoir à quel moment où À un moment, on fait la ouais. différence entre le harcèlement ou juste des gens qui rigolent en Au fait. moment où en la fait- personne te dit stop et que tu continues quand Ouais, même. je Ouais. Ouais. Chacun D'accord. sa Ou qu'on sent susceptibilité, sa qu'il y a un sensibilité. problème et que ouais, voilà, que la sensibilité elle est touchée. C'est exactement ça. Et il y en a qui En fait, respectent pas on ça. parle vraiment pour piquer la personne. Vraiment, on la méprise, enfin, on l'humilie.
Là, tu l'embêtes, donc en soi, en plus, il en rigole. Tu le taquines. taquines. Oh, il m'embête pas. C'est fait plaisir, c'est fait plaisir. Déjà, je vois la bague serpent, je vais pas trop jouer avec toi. Je vais me calmer. S'il avait dit qu'il était béninois, personne ne parlerait sur la table. Non. À preuve du contraire, j'ai pas dit d'où je viens. Mais oui. Congolais, on béninois. fait des blagues depuis tout à l'heure. C'est mieux que tu Non, mais dis-nous, tu viens d'où? Dis-nous de maintenant, comme ça on sait. Côte d'Ivoire. Ah, mais il est ivoirien, ça va. Ça va, il est ivoirien, ça va. En mode, il est moins dangereux, c'est ça? C'est moins dangereux, c'est pas. Non, s'il avait dit béninois, là, j'aurais demandé pardon. Ah, Alors là. tu connais. Mais ouais, c'est vraiment Mais oui. du mépris. Ouais, quand il y a du mépris, c'est ça l'harcèlement. Ok. Quand c'est répété, et oui, en maternelle, ça existe. Parce que même moi, je l'ai vécu. À maternelle? Je Avec d'autres maternelles? T'as dit quoi? Avec d'autres jeunes de maternelle? Ouais, et Ok. après, le pire, c'est quand les adultes, ils n'interviennent pas. Du coup, les enfants, ils savent pas forcément que c'est mauvais. Mhm. Tu vois, les enfants, surtout en maternelle, des fois, ça va être indirect. Et surtout, quand leurs parents vont avoir des idées, c'est leurs parents, c'est leur Mhm. modèle. Ils vont pas leur dire que c'est pas bien. Ils vont à l'école. Ah, mais pourquoi t'es comme ci? Ah, mais pourquoi t'es comme ça? Comme t'es différent, on va te mettre de côté, on va te le faire sentir, etc. Et forcément, toi, on te le met dans le cerveau. Donc toi, t'as la boule au ventre. Ouais, mais pourquoi je suis comme ci? Pourquoi je suis comme ça? Tu te remets en question sur des trucs que tu Les devrais idées pas. rentrent dans la tête, ouais. Exactement. Mhm. Alors que ça devrait être ta force, des fois ta différence. Mhm. Donc du coup, ouais, ça existe. Mais tu vois, tu parles du fait que ta différence doit être ta force. Est-ce que c'est pas le travail justement aussi des parents de parler aux enfants pour qu'ils comprennent effectivement que leur force est une différence, et même si quelqu'un vient te dire que c'est pas vrai, je pense que les enfants font plus facilement confiance à leurs parents. Mhm. Et si tes parents te répètent tous les jours, mais en fait ta force, c'est ta différence, tu as des cheveux crépus mais sache que tu es belle ou que tu es ceci, je pense que ça te booste. Et même si tu vas rencontrer des personnes qui vont te dire le contraire, Ouais. en fait, tu vas jamais le... Et je pense que c'est ça souvent, c'est que... Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont normalisées dans la société qui ne devraient pas l'être. Mhm. Mais pour moi, la grande raison, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de parents qui ont démissionné de leur rôle. Mais après, il y a des enfants qui en parlent pas aussi. Oui, c'est vrai. Oui, On est sur obligé ça, de les oui. pousser. Hein. Mais tu dois aussi... En fait, en tant que parent, tu connais ton enfant. Tu sais quand ton enfant commence à agir de manière bizarre, il y a Ouais. quelque chose qui, il y a quelque chose Ouais, qui se puis passe. c'est à en toi fait. d'aller chercher C'est auprès ça. de l'enfant. De savoir en fait, si et l'enfant il va bien, ouais. tout ça. Ouais, je suis Ouais, la d'accord. soeur, elle lui demandait comment ça se passe. Mm. qu'est-ce qu'il Mais y a. maintenant, il y a beaucoup de parents, ils laissent les enfants à l'école, et c'est un peu à l'école d'éduquer aussi. Ouais. Et Ils c'est sont vrai livrés à que- eux-mêmes, en quelque sorte. Quand il y a un Ouais. instituteur pour 30 élèves, je pense qu'il a pas trop le temps de tout voir. À part Bah, si vraiment. Ouais, s'il est Ça qui peut être impliqué, dangereux. mais. Ouais. Mais je pense que ça dépend également. Après, il faut dissocier. On parle de quel genre de parents, Mhm. quelle génération. Parce que par exemple, si je prends mon exemple à titre personnel, j'ai 37 ans. Mon père, c'est un Congolais, né au village. Et il a précisé né au village. Ah, ben oui. Ah, j'espère que Avec ton père va l'éducation regarder du le village. podcast. Oh. J'espère qu'il va regarder le podcast. Donc, du coup, Gloire, bah, tu as dit quoi? je lui passerai un petit billet, c'est bon, je vais oublier. Donc du coup, le sujet que nos parents, en fait, quand ils quittent l'Afrique, déjà en Afrique, un enfant est considéré comme un bien commun. C'est-à-dire que tu es ma voisine, je peux te confier mon enfant, je pars en voyage pendant X temps, tu vas le D'accord. traiter comme si c'était ton propre enfant. Donc quand ils viennent en France, il n'y a pas vraiment un parcours d'intégration qui existe Non. en fait, où on va expliquer aux parents, c'est à vous aussi d'éduquer vos enfants, de mettre en place un suivi scolaire, d'échanger avec les parents, parce que nous, nos parents africains, en fait, ils sont pas tendres avec nous. Mon père m'a jamais dit je t'aime. Mhm. Ma mère, il y a que 4 ans. Oui. Donc, ils sont pas habitués, en fait, à être dans le dialogue. Le seul moyen pour nos parents de dialoguer avec nous, c'est un coup de ceinture. Je te mets un coup de ceinture, ça veut dire que je t'aime parce que tu as fait une connerie. Nos mamans, par exemple, une petite fille, en fait, elle a besoin que sa maman soit là, lui explique. Il a été traumatisé, lui, non? Il a dit mais sans c'est papa vrai. pour lui dire qu'il aimait le taper. Genre, Oui. viens-y, je t'aime, je t'aime bien. Non, mais c'est vrai que blague à part, il y a une différence de culture en fait. Exactement. L'éducation n'est pas la même selon Exactement. l'origine. On va Il y a un dire vrai ça. décalage. Exactement. Moi, je sais que je suis Exactement. antillaise. Bon, c'est un milieu justement, il y a un petit mélange. Mais c'est vrai, comme tu dis, j'ai eu beaucoup d'amis camerounais ou autres qui m'expliquaient mais Jennifer, qu'est-ce que tu me racontes c'est que c'est pas chez nous ça. Non. Donc, Donc, une maman va pas dire à sa fille, oui, quand en bas c'est rouge, il faut faire ça. Non, Oui. elle va pas le dire. Parce Mhm. que c'est trop intime. Donc, Après, ça dépend des familles en soi. Comme tu dis, ça dépend des familles. Effectivement, même dans les familles plus ou moins étrangères, même tu vois, certaines discussions dans certaines familles peuvent être considérées tabous, alors que dans d'autres, non. Mais je pense que ce qu'on peut tous retrouver, notamment dans l'éducation plus ou moins afro, parce que je pense que c'est partout pareil, plus ou moins, c'est que tes parents ne vont pas te dire tous les jours qu'ils t'aiment.
Mais en fait, tous les jours, ils vont être là pour toi, en fait. Exactement. Et je pense que pour ceux qui sont issus de l'immigration en France, je suis désolé, quand tu vois ton père, ta mère travailler jusqu'à 4h du matin, débarquer, Complètement d'accord. il le fait pas parce qu'il a envie de le faire, en fait. Il le fait parce qu'il a des bouches à nourrir. Et le fait de vouloir te nourrir, justement, c'est sa responsabilité. Mais il assume cette responsabilité parce qu'en fait, c'est parce qu'il t'aime, en fait. Tu vois. Moi, j'ai bien aimé ce film avec Denzel Washington. Franchement, il faut le regarder. Où, à un moment, en fait, son fils lui dit, mais en fait, non, mais tu ne m'aimes pas. Ah oui. Ah oui. Et il lui dit, en fait, mon boulot, c'est pas de t'aimer, en fait. Ça fait pas partie du contrat. Tu vois, c'est pas partie du contrat. Tu vois. C'est un bon. Et d'autres personnes diront, oui, mais si, quand même, tu dois l'aimer. Mais en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que derrière le fait d'assumer la responsabilité de t'élever, c'est parce que je t'aime, en fait. Parce qu'on rentre dans des sociétés, surtout chez nous, les Afros, même quand on va aux États-Unis, il y a beaucoup de parents qui démissionnent, hein, qui s'en vont, qui fuient. Donc, si tes parents sont là, sois reconnaissant envers tes parents, parce qu'effectivement, il y a des choses qu'ils font. En fait, c'est parce qu'ils t'aiment, ils n'ont pas besoin de te le Des dire. sacrifices pour nous. Tu vois. Ouais. Et après, ça dépend aussi des enfants dans l'éducation. Moi, je sais que je méritais des coups de ceinture. Ah non, je le sais. Parce que si ma mère m'avait... En plus, j'ai été élevé par ma mère seule, ça ne m'avait pas ceinturé. J'aurais fait des trucs. Moi, à l'âge de 8 ans, je vendais des trucs de la maison, tu vois. Et non, mais en plus, je vais vous faire rire. J'étais au Congo. J'ai acheté des vieux calendriers, j'allais les vendre. Vous savez pourquoi? Pour acheter des mangues. Genre, les trucs, c'est des trucs qui avaient de la valeur, aucune connaissance de la valeur des choses. Et en plus, ma mère, elle voyait des trucs qui disparaissaient. Elle me dit, comment ça disparaît? En fait, le commerce était inné finalement. C'est ça. Ouais, C'est ça, en fait. Et quand elle m'a dit, mais sans passer où? J'ai dit, je sais pas. Ah, tu sais pas? Non, mais on est deux dans la maison. Comment tu sais pas, tu vois? Mais au bout d'un moment, elle a su. Eh ben, elle m'a tordu la bouche, parce qu'en plus j'avais menti, tu vois. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le mensonge n'avait aucun intérêt, en fait, n'avait aucune valeur. Parce qu'elle m'a tordu la bouche, je suis parti à l'école avec la bouche tordue. Je me suis dit plus jamais, en fait. Le mensonge, il n'y a rien de gagnant là-dedans, tu vois. Mais c'est ça, en fait, on t'éduque, et il y a des enfants qui ont besoin d'une fessée. Exact. Il y en a d'autres, tu as juste besoin de leur parler. Moi, j'ai des sœurs, juste tu leur parles. Il y en a une en particulier, juste tu lui parles, elle pleure. Et moi, je suis là, je la regarde, je dis, mais t'as Chacun rien son fait, en mode de fait, calme-toi. compréhension. Tu sais. Elle pleure même en avance, tu vois. Comme ça, elle sait. Même en avance. Tu vois, genre, Elle passe quelque chose. mais là, genre, elle a même pas sorti une ceinture, une chaise, ni rien du tout, tu vois. Genre, Une chaise. juste, tu vois, genre, sa parole, et elle pleure, tu vois. Mais c'est la différence de caractère. Mais tu dois t'adapter à tes enfants. Exactement. C'est pour ça que je pense que tu ne peux pas dire il n'y a qu'une seule manière d'éduquer les enfants. Non, chacun est différent. C'est ça, et chacun a sa sensibilité, sa manière de faire. Et même chez les parents africains, au bout d'un moment, en fait, ils savent qu'ils peuvent te taper, ils te parlent. Ouais. T'entends, t'as 50 ans, j'en ai 20. Si tu veux, on peut se taper. Hein. Si tu veux, hein, mais si tu gagnes, c'est parce que je te laisse gagner, en vrai. Au bout d'un moment, avec nos parents, quand on a l'âge, s'ils te tapent, c'est parce que tu le laisses gagner, parce que sinon tu pourrais. Tu pourrais rendre, tu vois. Mais je pense qu'en nous, ils installent un logiciel qui est puissant. La dernière fois, je suis parti chez le coiffeur. C'est l'âge que j'ai. Hein. Maintenant, j'estime être un ancien. Je suis vieux. D'accord, 33. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. J'ai 33 ans. Les gars. Franchement, je suis d'accord avec toi. J'ai 33 ans. Je me sens vieux dans ce monde. Mais de ouf. Je me sens vieux. Ah, mais toi, encore pire. Il a même pas essayé de le ménager ou quoi, genre. Frérot, mais toi, t'as 37 TTC et nous, TTC, on a 40. Nous, TTC, on a 40. Et le coiffeur, il me dit, je te fais un trait là. Je fais, tu veux que mon père me tue? Tu veux chez tes parents? Je dis, bah non. Ils habitent où? Bah, ils habitent à 200 km. Il me dit, bah alors? Non, mais c'est Je pas dis, non, mal. non, il y a quelque chose. Et une fois, je discutais avec mon grand frère. Il m'a dit, hé frérot, si tu croises le daron dans la rue, est-ce que tu vas le reconnaître? Je dis, bah, c'est le daron, frérot. Il me dit, moi, j'ai jamais osé le regarder dans les yeux, cet enfoiré. En fait, ils installent ce psychologique en nous. Moi, je connais que sa bouche. Je reconnais que sa bouche, c'est sûr. Et mon frère est dans l'armée, il est militaire, il est archi-stock. Tu vois, donc, en fait, c'est même pas une histoire de respect physique, aussi. Ouais. c'est une histoire de respect. C'est le temps, en fin de compte, et le ton qu'ils ont eu avec nous. Mon père, il a même pas besoin de parler, il te regarde. Tu dis, ok, j'ai compris. Ouais, Hop, on je connaît prends ça. mes droits, etc. On connaît ça. Ouais. Vous avez une petite anecdote. Moi, j'ai mes nièces. Aujourd'hui, elles voient des cacahuètes posées sur la table, elles attaquent. Mais rappelez-vous, nous, les gens de notre génération, C'était pas possible. Juste tu prends-en regardes. une fois, pas deux. Et il suffisait d'un regard. Hein. Tu t'approchais plus de la table. Ouais. C'est vrai. Tu es séparés des fois. Un Moi, je sais seul que- œil seulement, c'est fini. C'est Il y exactement. avait les parents d'un côté, les enfants de l'autre. En fait. Exactement. Et quand les adultes parlent, tu parles pas. Tu vas dans ta chambre ou tu vas Jamais. ailleurs, Donc là, mais s'il n'y a en pas soi- d'enfant, tu passes une longue soirée. Ah, tu regardes. On rentre quand?
Mais c'est la différence. Après, c'est vrai que la différence de culture, ça joue. Mais je pense que, après, on peut pas dire que c'est une question de culture, parce qu'en France, il y a une époque, ils avaient ce même style d'éducation. Tu vois, à Ouais, l'école, Ouais, on mais te disait- carrément, parce que histoire vous de voyez, moi, génération. je viens d'une famille, j'ai 9 frères et sœurs. Enfin, C'est nous beau. aussi, on s'est pris des coups de pelle ou des coups de. Enfin, voilà. Enfin, après, je pense que c'est vraiment après une génération aussi. Maintenant, il n'y a plus ça. Enfin, en même temps, tu vas en prison sinon. Mais... Ouais, c'est ça que je trouve en fait problématique, c'est dans le sens où, aujourd'hui, on parlait par exemple du harcèlement dans l'école. Il y a aujourd'hui, on va empêcher les parents d'éduquer leurs enfants de la manière qu'ils veulent, parce qu'ils se disent, en fait, c'est mon enfant, je veux pas que demain, il soit un problème pour la société, donc voilà l'éducation que j'ai reçue et je vais lui transmettre. Pour nous, Africains, bah, écoute, de temps en temps, je te mets une fessée. De temps en temps, je te dis, va chercher la ceinture que tu connais, tu vois, de temps en temps, tu vois. Et on va te dire, non, tu n'as pas le droit de faire ça. Donc, on te dit, en fait, tu n'as pas le droit d'éduquer tes enfants comme tu veux. Au bout d'un moment, si tu m'enlèves mon pouvoir coercitif sur mon enfant, en gros, tu lui dis, fais tout ce que tu veux, tes parents, Exact. ils peuvent rien faire contre toi. D'ailleurs, ça arrive tellement Oui. qu'il y a des enfants qui appellent, Direct. attention, on me tape. Mais aussi, Ouais, je pense c'est aussi vrai, c'est ouais. parce qu'ils ont relevé aussi des éducations abusives aussi. Ouais, après, c'est ça, il y a des exactement. limites aussi En dans fait, notre côté. On peut Oui. pas vraiment. Mais la problématique, elle est là, en fait. C'est que Oui, c'est il y a plutôt des la limite, enfants, quoi. effectivement, à l'école qui vont harceler. Pourquoi? Parce qu'il y a des parents qui n'éduquent pas leurs enfants, ils comptent sur l'école pour le faire. Le problème, c'est que quand tu arrives à l'école, on a dit au professeur, vous n'avez pas le droit de faire quelque chose non plus. Donc, au bout d'un moment, les enfants se disent, hey, j'ai le droit de faire ce que je veux. Ils sont libres, quoi. À l'école, la prof, elle a rien. Déjà, pourquoi vous me parlez, vous n'êtes pas mes parents, mais tes parents ne peuvent pas te parler non plus. Donc, en soi, ça devient comme problématique. Et demain, quand ces personnes ils rentrent dans la société, ils deviennent des personnes pas aptes à vivre en société parce qu'ils pensent que tout leur est acquis. Exact. Et quand ils vont commettre un crime, et je vais parler que pour les personnes qui sont issues de l'immigration, quand ils commettent un crime, bon, déjà, il y a récupération politique, et ces personnes-là, qui en souffrent, c'est nos parents. Ouais. Quand tu as ton enfant qui part fini au commissariat et compagnie, l'État vient t'accuser toi. Surtout quand t'as tout donné pour Ah bah l'enfant. On est d'accord. Qui l'État vient accuser? L'État vient pas dire, ouais, c'est notre faute, après on les a Ah laissés non. faire ce qu'ils voulaient. Ce sont les D'ailleurs, parents. même récemment, il y a eu un truc où ils voulaient envoyer ceux qui étaient nés en France en Algérie en pensant que c'était des criminels. Moi, je suis l'Algérie, jamais j'accepte les gens que tu as fait. Bien sûr. Ils sont venus chez toi, t'en as fait des criminels et tu veux les renvoyer chez moi? Garde tes criminels. J'en ai chez moi aussi, tu vois. Et c'est ça que je comprends pas, c'est que quelque part, on n'aide pas la future génération. Hier, j'étais avec Mimi, on se baladait dans la rue, j'ai vu des choses passer, je me suis dit, non, au bout d'un moment, il y a des parents, ils ont totalement tout abandonné. À quel moment t'as ta fille qui sort de chez toi avec un truc qui s'arrête en bas de ses fesses et elle a toutes les fesses dehors, tu dis, au revoir ma fille, va, passe une bonne soirée. À quel moment? C'est moi, je vois ça, je me dis, mais tes parents sont où? Ah, ils sont là. Mais c'est vrai que des fois, en fait, eux-mêmes ont été, je pense, dans une éducation. En fait, des fois, ça passe du kiwi tout double. C'est-à-dire C'est vrai. qu'ils ont été tellement enfermés dans quelque chose qu'ils se disent, je lui donne la totale liberté. Mm. Et après, ils se disent, bah, Ils Comment ont je fais marche aucun arrière, quoi. contrôle. Ouais. il y a plus Exactement. rien. Bah, c'est ça le problème, c'est que je regardais une psychologue qui disait, en fait, à l'époque, on est passé des enfants qui étaient éduqués aux enfants rois. Mm. Ils ont dit aujourd'hui, on est passé aux enfants dieux. Parce qu'il y a Ah des- ouais. il y a des parents qui Pas négocient leur avec leurs enfants. Ça, c'est Ouais, une c'est vrai. dinguerie. Mais moi, jamais j'aurais pu même penser à négocier avec mes parents. C'était pas un projet, en fait. Tu te dis dans tête, non, c'est pas possible. Maman, non, en fait. Tu te dis déjà non, elle voudra pas, ça Ouais, sert mais- à rien. Vous savez, à force de regarder les séries américaines, moi, à un moment, je me suis dit, tiens, américain, je vais faire un truc. Je suis allé mettre sur ma porte, neutral passing, tu vois, genre, c'est privé. Ça a duré une demi-heure. Elle est arrivée, elle a déchiré, elle a dit, c'est chez moi. Tu payes un loyer ici? Non. Voilà. Et puis en plus, tu laisses la porte ouverte. Voilà, c'est Faut ça. que je te vois. Tu vois? Exactement. Et il y a des parents qui vont dire, d'accord, je vais t'enlever la porte. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est fini, en fait. Ça a duré 30 minutes, tu vois. Il n'y a pas de ça chez eux. Tu vois, et franchement, je vous assure, quand je suis arrivé en France, il y a des choses qui m'ont choqué. Il y a des gens qui parlaient à leurs parents, je leur disais, oh, moi-même, dans mes rêves, si je pense à ça, ma mère, elle me tape. Tu sais, non, va te faire voir à ton père. Non. Ouais. Mais il t'a donné la vie. Il peut te la reprendre, dis donc. Je sais pas. Mais non, il y a des gens qui osaient, tu vois. Et ça m'a choqué. Même à l'école, hein. À l'école, au bled, tu fais une bêtise, on te tape. Et si tu as la bonne idée d'aller en parler à tes parents, tu as intérêt d'avoir raison. Parce que Ah oui. tu vas prendre une double ration, en fait. Ouais, c'est vrai. Et en France, non, les gens, ils font des dingueries à l'école, ils vont en parler à leurs parents, et les parents vont se battre avec les profs. Mais Bah, il y a beaucoup plus d'insolence, quoi. c'est ça, en fait. Et je comprends pas. Et on se dit qu'aujourd'hui, c'est la génération de demain. Ouais, malheureusement. Mmh. C'est les générations de demain. Imagine les enfants de demain avec les parents d'aujourd'hui. Enfin, les enfants qui Ouais. sont aujourd'hui, Mmh. Qui seront Qui vont- parents. demain.
J'ai pas envie d'imaginer. Bah, Le honnêtement, problème, c'est moi, que Pour j'ai les encore réseaux la TikTok, foi. un peu sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai encore la foi. T'as encore la foi? Ah, de ouf. Ah, il faut garder l'espoir, de toute façon. Moi, j'ai encore la foi parce qu'en fait, j'interviens dans pas mal de lycées et collèges. Et la dernière fois, j'intervenais, je voyais que je les ennuyais un petit peu. Je voyais que ça y est, la flamme, elle était éteinte. Et moi, j'interviens qu'occasionnellement. C'est-à-dire, j'interviens sur de l'entrepreneuriat, je leur donne un petit peu de motivation, etc. Et je repars. Et je fais ça quasiment tous les mois. Je reviens, je remets une pointe de motivation et je repars. Et à un moment donné, je les perdais. Et je voyais qu'en vrai, c'était sur de la finance, etc. Je me dis, ok, allez, vas-y les gars, on arrête tout. Vous savez quoi? Je vous kiffe comme un grand frère. Et je vais vous dire une chose, moi, qu'on m'a jamais dite, c'est que si vous bossez aujourd'hui, bah, les résultats vont être là. Et en vrai, en tenant ce discours-là, bah, crois-moi, ils ont bossé comme personne. Et le prof qui est avec eux d'habitude, il me dit, moi, je sais pas ce que tu as fait, mais même moi, ça m'a motivé. Il me dit, tu sais quoi, on va le faire. Je pense qu'aussi les profs aujourd'hui ont besoin de soutien, ils ont très très besoin. Et déjà, si le prof montre qu'il démissionne, je vois pas pourquoi les élèves. C'est ça. Reste, Pas sûr, forcément. Déjà. Ouais, aussi, ils vont pas ouais. suivre. Mais le fait est de. Et bien sûr, il y a des élèves sur lesquels tu les regardes, tu dis, hé mon gars, je suis quand même un mec de quartier, je t'attends à la sortie. Calme-toi. Mais parce qu'il en a besoin. Mais toujours dans le truc, c'est que. Enfin, ce qu'il faut qu'on ait aujourd'hui et ce que les parents ne nous disaient pas, c'est le pourquoi on le fait. C'est vrai. Moi, quand je menace un élève, et je vous le dis, désolé pour l'école auprès desquelles j'interviens, je regarde dans les yeux, je fais, écoute, moi tu me parles mal, je te marave. Mais je vais te marave parce que tu en as besoin. Coche. Et parce que tu vas rentrer dans le cadre qui fait que demain, en fin de compte, cette gifle que tu vas prendre, tu vas te dire, ah ouais, il y a quand même des limites. Et ça va te remettre dans le droit chemin. Et crois-moi, c'est un cadeau que je te fais. Moi, j'ai pris des tartes de mon oncle, mon ref. Je peux te dire que s'il n'avait pas été là, mon oncle est très très dur. Très très dur. Il m'a mis des gifles comme personne m'a mis. Crois-moi, j'ai encore l'oreille qui siffle. Il est présent. Mais s'il ne l'avait pas fait à ce moment-là, croyez-moi, j'aurais peut-être mal tourné. Mais tu sais, ce que tu dis, je tenais le même discours. J'ai toujours tenu le même discours. Mais aujourd'hui, j'ai une approche qui est complètement différente. Je parle à titre personnel. Bien sûr. Je suis africain, congolais. Mon père, il me frappait. Tout le temps. Après, j'étais un élément perturbateur. Hein. Tout le temps. Au collège, je me faisais virer au moins une fois par jour et je kiffais. Ouais. Je faisais rire tout le monde. Ah ouais. Donc, c'était justifié. Ouais. Sauf que j'avais un demi-frère. Du côté de mon père, lui, il volait à Cora. C'était à l'époque de DVD, les Sims. Il volait, il se faisait attraper, on ne le touchait pas. Sauf, ma mère, pour elle, en fait, oui, c'était normal. Oui, mais Gloire, s'il fait ça, c'est parce qu'il t'aime. J'étais jeune. Pour moi, je dis, bon, c'est normal. Je me suis donné, je faisais tout pour me faire aimer par mon père. Il me frappe. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, au fond de moi, j'ai encore mal. Tu vois, je lui en veux énormément. Parce que si j'écoute des personnes comme toi, ma mère et autres, je vais dire, bon, l'homme que je suis aujourd'hui, c'est un peu grâce à mon père. Tellement qu'il me frappait, j'ai développé une forme de haine. Quand je suis arrivé au lycée, je me bastonnais tout le temps. Tu me regardes à peine de travers, on se tape. Ouais. Et quand on se tape, même si on ne sait pas, je ne te lâche pas. Parce que j'avais tellement de la haine contre mon père, je me disais en fait, Faut que tu la mettes ailleurs. soit je bascule dans la délinquance, ou soit à l'école, je carbure, je deviens, voilà, je me fixe pas de limite. C'est à Parce que double quand je suis au tranchant. lycée, exactement, j'ai un de mes profs, parce que moi de base, j'ai un bac pro en électrotechnique. Il y a Bienvenue un au de mes club. profs. Tous les noms, les arabes, ils passent là-bas. Vraiment. J'avais un prof, je me souviendrai toujours de sa tête, monsieur Ezraoui. Je lui dis, monsieur, plus tard, je ferai un stage au sein du cabinet de Deloitte. Il m'a rayonné. Il a rigolé, il m'a dit, oh, bien sûr, ton bac pro, tu vas aller au chantier, aller tout au plus, tu vas faire un BTS. Il s'est moqué de moi, j'ai rien dit. Et quand j'ai eu mon bac, effectivement, plus tard, j'ai fait une école de commerce. J'ai fait un stage chez Deloitte. Je suis allé le voir. J'ai dit, monsieur, je viens de faire mon stage. Il m'a dit, tu mens. J'ai dit, bien sûr que si. Et en fait, tout ça, c'était parce que je voulais démontrer à mon père que je suis pas une merde, en fait. T'es plus que ça. Ouais. Bah, déjà, Voilà, T'es un félicitations. plus grand, quoi. Ouais, mais en fait, Ouais, du de- coup, est-ce que le problème, en fait, de ce que tu dis, je pense, est-ce que le problème c'était le fait que ton papa il te tapait et qu'on te disait que c'était pour mériter son amour, ou le problème c'était pas le fait que toi il te tapait, la différence de traitement entre toi et ton demi-frère? Alors, Je pense que la différence de traitement entre toi et ton demi-frère a pu te faire penser en fait, non, il dit qu'il me tape pour m'aimer, soit ça veut dire qu'il aime pas l'autre, soit ça veut dire que c'est moi qui l'aime pas en fait. Et je pense que c'était plutôt dans le truc, non, lui il me tape juste parce qu'il m'aime pas et qu'il laisse l'autre tout faire parce que lui il aime. Et je pense que quand on est jeune, forcément, le fait qu'on se compare toujours aux autres.
Et dans la même maison, si tu fais des différences de traitement entre les enfants et que tu n'as pas de dialogue avec les enfants, tu crées ça en fait. Oui, exactement. Tu vois. Nos parents, en fait, ils dialoguent pas. Ils dialoguent pas. Et aujourd'hui, en fait, mon parcours, en fait, certes, il peut être bien ou moyen. Bah, j'ai ce parcours-là parce que j'ai cultivé, en fait, une haine qui est née en moi et qui m'a poussé à me surpasser, en fait. En disant, OK, j'ai un bac pro, on m'a toujours dit que je vais m'arrêter au chantier. Bah, je vais viser un bac plus 5. Ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, en fait, bah, je lui en veux. Je lui en veux parce qu'il aurait pu être dans le dialogue. Au lieu de me frapper, ou de croire qu'un gamin, quand il fait une bêtise, il faut le frapper. Non, il fait une bêtise. J'ai un petit frère et une petite sœur. Ils ont fait des bêtises, des neveux. J'ai jamais haussé le ton sur mon petit frère. Il a voulu faire ses études. Ma mère, elle a payé. L'INSEC est parti. 3 mois après, il dit, bah, finalement, j'arrête. Ma mère m'appelle en 14. Oui, mais Gloire, ton petit frère, on a déjà payé plus de 14 000 balles. Il veut pas. Mon petit frère, je l'appelle. Je dis, tu veux faire quoi? Il me dit, moi, je vais entreprendre. Dans quoi? Location de véhicule. Mes parents, en fait, ils s'attendaient à ce que je lui tombe dessus. J'ai fait non. J'ai échangé avec mon petit frère. Je lui ai dit, t'es jeune. Si tu te trompes, c'est pas un problème. Ce sera pas un échec. C'est une leçon. Exactement. Et mes parents, ils ont pas compris cette approche. Parce qu'en fait, pour eux, en fait, quand un enfant fait une connerie, tu le frappes, tu le critiques. Non. Moi, j'ai toujours dialogué. Le dialogue, c'est très, très important. Donc, pour moi, les personnes qui interdisent qu'on puisse donner une fessée aux gosses, il y a 3 ans en arrière, je dis mais ils sont dingues. Mais aujourd'hui, ils ont raison. Il faut dialoguer avec les enfants. Un enfant, quand il vient au monde, c'est pas un brigand en fait. Il tient ça soit de par ses parents, qui sont des parents irresponsables, ou soit à cause de la société. Et pour moi, en fait, il faut vraiment dialoguer. Même si un enfant il a fait une putain de connerie, t'as envie de le tuer, il faut dialoguer avec on est totalement d'accord et je suis pas en désaccord avec toi là-dessus. Ce que je disais, c'est qu'il y a des enfants qui sont durs et qui ne sont durs que parce qu'ils veulent se montrer. Et à cela, en fin de compte, tu te poses et tu essayes tout. La première chose que j'ai dit, c'est venez, on se pose et je suis votre grand frère, déjà. Et déjà là, en fin de compte, tu fais la différence. Venez, on change le rapport. Moi, je suis pas ici pour vous apprendre et vous devez apprendre de force, mais vous devez vouloir apprendre parce que ça a un impact sur votre futur. Il y aura toujours des brebis galeuses. Bien sûr. Même Dieu fait pas l'unanimité, tu vois. C'est-à-dire que derrière, je vais passer. Ça veut dire que derrière, tu vas avoir une ou deux pertes. Malheureusement, oui, bien sûr, c'est comme ça, c'est la vie. Mais maintenant, avec tous ceux avec qui tu peux dialoguer, tous ceux avec qui tu peux te poser, bien évidemment qu'il faut le faire. Bien évidemment. Moi, j'accompagne des entrepreneurs sur toute la France, de Marseille jusqu'à Lille. À aucun moment, tu vois, je leur dis, il faut être sévère avec vos salariés. Non, c'est soyez dans la discussion. Je vous promets que si vous êtes dans la discussion depuis le début et que tout est clair entre vous et que vous utilisez des mots qui ne vexent pas l'autre, et même si il y a certains mots qui vexent l'autre, vous vous posez, vous en discutez, bah les choses avancent. Non, je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est la meilleure façon de faire. Après, en même temps, tu vas pas te taper ton enfant si tu lui as pas dit, si tu lui as pas donné un cadre en fait. Si tu mets pas un cadre, tu tapes ton enfant pourquoi en fait? T'es juste devenu un mec qui bastonne ses enfants sans raison, tu vois. Exactement. Mais quand tu mets un cadre, parce qu'effectivement, comme tu dis, les enfants ils naissent pas en étant brigands, mais chaque enfant naît avec son caractère, et naît avec son, comment dire, sa personnalité en fait. Il y a des enfants qui sont turbulents, il y en a qui le sont pas, et ça, ils sont nés comme ça. Donc juste tu établis des règles, et les turbulents auront tendance à vouloir pousser la règle, à vouloir tester. Mais au bout d'un moment, en fait, parce que tu as mis un cadre, quand ils sont assez grands pour comprendre, tu vas leur parler. Mais il y a des moments où tu vas être obligé de mettre la fessée, mais tu ne mets pas la fessée en t'arrêtant la fessée, en fait. Il faut que tu expliques à l'enfant la raison pour laquelle tu lui as mis la fessée, pour qu'il comprenne, OK, là, j'ai fait quelque chose de mal, voilà pourquoi papa, voilà pourquoi maman m'a tapé. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit, elle m'a mis une fessée, elle m'a tapé. Après, elle m'a dit, viens, je t'explique pourquoi je l'ai fait. Pourquoi tu as fait ça, tu as fait ci, tu n'aurais pas dû le faire. Et là, tu es dans le dialogue. Mais le fait de te dire, OK, on te tape juste parce qu'on te dit rien derrière, mais en fait, oui, tu peux juste te dire, on m'a tapé pour le plaisir de me taper, en fait. Et souvent, c'est suite à de la récidive. Aussi. On prévenu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, au bout de la 10e, tu te dis bon. Ah oui. Bah, moi, je fais un truc simple. Par exemple, ma nièce, Kenaya, je lui avais dit une chose, elle n'a pas faite. Pour la punir, je lui ai passé un bouquin. Je lui ai dit, tu lis. Et à la fin, tu me fais un résumé. Elle est gentille, ta nièce. Bah, elle avait pas le choix. Je l'ai enfermé. Après, mes proches, ils estiment que je suis un peu trop mou, fragile. J'ai dit non, en fait, c'est. Après, il y a un truc, chacun a son approche. Et je pense que certaines approches évoluent quand véritablement tu deviens parent. Tu vois, quand c'est tes nièces et tes neveux,
t'as pas vraiment la responsabilité de C'est cette vrai. Et personne. surtout, tu t'es vois. pas 24 sur 24, Ouais. 7 jours sur 7. Et donc, ça. t'as pas cet effet d'accumulation. Donc, Mm. t'as ce pied de recul qui est, Parce que- qui est ouais. nécessaire. Faut pas me dire ça. Hein Toi, tu peux les avoir 2-3 semaines, ou dans certaines familles, tu peux les avoir pendant un mois, tu vois. Mais Et même les au bout parents, d'un c'est mois, lui tu vas qui porte commencer à la avoir les charge, en attitudes. fait. Ouais. Du coup, C'est différent. Ouais. Mais je pense que oui, en fait, il n'y a pas une approche qui est meilleure que l'autre. Mm. Il faut se dire qu'il y a plein d'outils et tu dois utiliser l'outil qui correspond à la personne que tu as en face de toi. C'est vrai. Il y a des personnes qui sont ouvertes au dialogue, il y a des enfants qui sont totalement ouverts au dialogue, discute avec eux. Il y en a qui vont faire haha, ben écoute, je vais te montrer que le haha dans la maison, c'est moi en fait. Jusqu'à ce que tu comprennes ta place. Moi, au bout d'un moment, ma mère, elle disait plus rien. Elle te disait, bon, tu ne veux plus vivre avec les règles de la maison? La porte est là-bas. Ah ben, il fait froid dehors en hiver. Donc non, tu restes à la maison. Ouais, Ouais. En fait, c'est ça l'éducation. Et je pense que c'est cette éducation qui va faire en sorte que demain, les problèmes qu'on a aujourd'hui, le harcèlement, le fait de manquer de respect aux gens, les gens qui vont sur les réseaux sociaux, en fait, tes parents, ils font quoi? Déjà, enfin, je vais pas questionner l'éducation des gens, hein, mais quand les réseaux sociaux sont arrivés, on nous a pas dit comment fallait les utiliser. Non. Il n'y a pas eu de non, en fait, les réseaux sociaux, voilà comment il faut les utiliser, la raison pour laquelle il faut les utiliser. Du coup, tout le monde a commencé à y aller sous couvert d'anonymat. Il y a un humoriste qui me fait rire, c'est Fabrice Eboué qui a dit les réseaux sociaux ont permis à tous les idiots de village de se rendre compte qu'ils n'étaient pas seuls. Et du coup, tous les idiots du village parlent sur les réseaux. C'est ça en fait. Mais parce on nous a pas dit non en fait. Tout ce que l'homme fait peut être soit pour tomber et ton bien et peut être détourné pour faire n'importe quoi. Et c'est ce qu'on voit avec les réseaux sociaux. Mais si toi, en tant que parent, tu ne t'occupes pas de tes propres enfants, t'occupes pas des autres en fait. Occupe-toi des tiens. Ouais, mais Si après, les miens sont bien, ça va. pour les réseaux sociaux, s'il y a le contrôle parental aussi, au bout d'un moment, c'est pas pour rien. Faut l'utiliser Ouais. aussi. Tu vois, par exemple, il y a des réseaux sociaux, c'est à partir de 13 ans que les enfants ils peuvent l'utiliser. Et encore, pour ma part, Oui, c'est encore j'aurais- trop jeune. Hein. Voilà. Mais à partir du moment où on autorise les réseaux sociaux à 13 ans, mais qu'il y a un contrôle parental derrière, t'étonnes pas qu'après ta fille ou ton fils se met à parler avec des gens de 60 ans, etc. Si le contrôle parental, tu l'utilises même pas, tu lui passes un iPhone 16, l'enfant, l'iPhone, il est plus grand que sa tête. Au bout d'un moment, genre... Il y a un projet de loi en ce moment d'ailleurs. Oui, ils veulent interdire. ça, ouais. Ouais, mais ils vont pas y arriver. Ils vont Mais pas y ouais, non, arriver. je pense Ils pas, vont pas y- non. Non, mais C'est il y a en fait, absolument c'est des quoi tournements, ouais. C'est comme à Crackland là-bas. Tu vois, les mecs, tu les as laissés se mettre bien pendant je sais pas des années. Et après, tu les Et tu viens plus, mais ils vont faire une révolution. Exactement. Laisse-nous à Crackland, c'est quoi ton problème? Et là, c'est pareil avec les enfants. Tu les as laissés pendant des générations, Exactement. Ils devenir gèrent plus débiles que avec nous. les réseaux sociaux. Je vais leur dire, on va couper les gars. Mais, tu Non, vas c'est rien le couper parent du derrière, tout. parce que même le contrôle parental qui est sur le téléphone, même moi en tant qu'enfant, enfin, quand je prenais un téléphone ou autre. Puis il y en a, ils sont malins. tu Ils détournes, vont hein. retirer en Surtout chape nos chape. parents. Ils vont mettre le contrôle parental parce que ils veulent nous contrôler, mais nous on connaît le code. Ils nous ont demandé de mettre le code. Eh, Nos c'est parents, fini. dans notre culture, ils nous disent vas-y, mets le code du contrôle plus- parental. En plus, notre génération, elle a du vice. Hein. On Ah, n'a là, on celle n'a pas qui de arrive, encore vice, pire. on survit, c'est pas la Non, même non, chose. c'est pas de la survie. C'est pas de la survie. C'est pas- En fait, non, si, je suis d'accord avec toi. On était tellement bloqués qu'on a trouvé des moyens Nous, on a trouvé des trucs. d'avoir Mais un peu après, de lest, tu vois. Mais Parce non, que c'est mais vrai ça que qui certains arrive. de nos parents nous laissaient pas assez de lest. Et du coup, on a Exactement. trouvé des moyens d'avoir un peu de lest, Ils tu voulaient vois. pas nous laisser grandir, on a grandi Voilà. par nous-mêmes. Et quand tu trouvais du lest, un peu de lest, tu disais, j'espère qu'elle va pas voir que j'ai trouvé un peu de lest parce que si elle le sait, je suis dans la. Ah, Voilà. elle va m'attraper, tu vois. Mais c'est vrai, mais je pense que oui, comme tu dis, il y a des outils contrôle parental et même je pense qu'il y a des familles où moi j'ai vu mon téléphone. En plus, c'était des vieux téléphones. Nous, on a connu les Nokia, tu vois. Et moi, j'avais un Nokia, celui qui tournait comme ça. Là. Il y avait Ah Tu l'avais vu une fois dans un clip. J'ai genre, tu vois. Ouais, clip de Rihanna. Ouais. Tu vois, j'ai fait ouh. Mais ce téléphone, il me servait juste pour dire à mon père, je suis rentré à la maison. Tu vois, Ouais. juste pour répondre à ses appels, tu vois. Tu sortais pas en fait. Voilà. Tu vois, si je le sors là. Tu vois, s'il m'appelle, je suis mal, tu vois. En même temps, vu comment le temps que tu prenais pour écrire un SMS à l'époque, et le coût du SMS, 3 lettres par ça valait pas la peine, tu vois. Fallait rester à la maison. Mais en fait, t'as plein de moyens. Je pense que la société, elle est comme elle est. C'est aux parents de se dire, OK, qu'est-ce que je veux que la société devienne demain? Parce qu'on peut pas dire que la société, c'est juste les autres. Non, c'est Non. c'est C'est toi, en nous fait, d'abord. demain, Chacun tu apporte vois. quelque chose. C'est nous d'abord, ouais. Et là, on est entre nous, là, on parle. Et pour les générations qui vont arriver, pour les jeunes d'aujourd'hui, moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a permis aujourd'hui? Toi, tout à l'heure, tu disais qu'en fait, tu avais tellement de la haine envers ton père, tu t'es dit, je vais y aller, je vais défoncer la baraque et je vais devenir quelqu'un. En fait, je voulais savoir quels sont les événements qui ont fait en sorte aujourd'hui que vous vous êtes dit, qui vous ont construit aujourd'hui et qui vous ont permis, que vous pouvez partager avec des jeunes pour leur dire, en fait, moi, j'ai vécu ça, ça m'a permis de devenir la personne que je suis. Des jeunes aujourd'hui qui sont en recherche d'identité, en recherche qui ne savent pas comment justement marcher dans cette société. Quel est le conseil que vous pouvez donner à un jeune aujourd'hui?
Il est bon, il est bon. Waouh. Non, bah moi c'est surtout le sport, c'est sûr qui m'a aidé aussi. Après, je pense que tous les jeunes ont besoin d'avoir quelque chose à côté, que ce soit un sport ou un loisir, même un sport pas forcément à haut niveau, mais ça permet vraiment de se donner des objectifs. Moi, c'est vraiment ça qui aussi m'a permis d'avancer. Moi, après, c'est totalement différent. Donc, j'ai eu une maladie quand j'avais l'âge de 13 ans et c'est ce qui fait que je suis en fauteuil roulant maintenant. Et en fait, d'avoir vraiment, de pouvoir me donner des objectifs, ça m'a vraiment permis d'avancer et de me dire que bah, justement, je pouvais continuer à progresser et à avoir plein d'autres trucs à vivre, quoi. Bah moi, si je devais dire quelque chose, ce serait ma famille en général, plus particulièrement ma mère. Moi, je suis d'origine haïtienne. Ma mère, elle a quitté son pays, elle est arrivée à 18 ans ici, elle a fait des sales boulots. C'est elle la béninoise en fait. Le fait de la voir travailler, se lever tôt, jusqu'à aujourd'hui, je la voyais, bon là, la retraite, c'est fini. Moi, ça m'a vraiment... Parce que je me dis, en fait, les parents d'immigrés, ils nous donnent tout, comme on a dit tout à l'heure. Et en fait, même je dirais qu'ils vivent ce qu'ils auraient aimé vivre à travers nous. Donc moi, en fait, c'est beaucoup, elle, ma motivation. Mes frères et sœurs, surtout mes grands frères, j'étais beaucoup dans leurs pattes. Donc du coup, il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Et en fait, c'est vraiment le côté famille qui m'a poussé à faire ce que je fais maintenant. Gloire. Me stresser. Gloire. Énorme. Même son nom est fort. Pas facile à porter. Et surtout au collège, amour, gloire et beauté. Ah, j'allais pas oser. J'allais juste dire gloire à Dieu. Alors, moi, me concernant, je parle du passé ou du présent? Ce qui Tout m'a ce que tu motivé veux. à faire au présent. Non, tout ce que tu veux. Enfin, le but, c'est vraiment de dire, toi, par exemple, quand tu étais jeune, qu'est-ce qui t'a construit et qui t'a donné la force, justement, de pouvoir aujourd'hui d'arriver là où tu es aujourd'hui. Qui a fait un déclic, par exemple, dans ta vie. Ce qui a fait un déclic, c'était en 2018. En 2018. En 2008. Ok. En 2008, j'étais jeune. Je me facilement raisonnable par d'autres personnes. J'ai fait une bêtise dont je n'en suis pas fier. Une connerie. J'ai pas de casier, je vous rassure. Chacun On me connaît pas. Donc j'ai fait une connerie. Et j'ai fait une connerie. Ok. Non, tu peux dire, on a compris. Mais également, Soit allez-y tu lui dis ce que c'est, soit tu lui dis ce que c'est, soit t'enchaînes. Attends, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. Une vraie connerie. Après, on a un mentaliste avec nous. Il peut Ah te oui, donner, c'est vrai. Ah, il est mort. Ah Donne des ouais. indices au moins. Il a fait 10 conneries en fait. Non, c'était une connerie. C'était pas contre une personne physique, mais plus une personnalité morale. Ok. Donc. Il a braqué la banque de Mais France. c'était une connerie. Non. Non. Et pendant 2 jours, j'étais absent de chez mes parents. J'avais 18 ans, non, 20 ans. Donc du coup, ils n'étaient pas informés. Ma soeur, elle pleurait. Ma mère, elle appelle au bled. Mon fils, il est mort et autres. Et pendant que j'y étais, en fait, j'ai beaucoup réfléchi. Bien sûr, je pense aux foufous, Madessou et autres. Ah, tu m'étonnes. Voilà. Donc j'ai beaucoup réfléchi. Et en fait, bah, finalement, heureusement, ils ont vérifié, ils ont vu que je n'étais pas absolument pour rien, 2 jours après. Et quand je suis sorti, en fait, je me suis dit non, il faut que j'arrête, il faut que je bosse. Et c'est là qu'en fait, j'ai vraiment commencé à travailler à l'école, même si j'étais en bac pro. J'ai commencé à bosser, j'ai commencé à lire pour la première fois, vraiment. Le premier bouquin que j'avais lu, c'était Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo. Et c'est là que je me suis dit, en fait, non, il faut que tu bosses, tu peux pas être comme les autres. Et donc, du coup, je me suis dit, en fait, je suis noir, mes parents, ils ont quitté la RDC, ils sont venus en France, ils ont galéré. Ma mère, elle avait commencé comme femme de chambre, le daron, chauffeur routier. Tu vois la misère, en fait, et tu vois, j'ai jamais subi le racisme, mais tu vois plus ou moins comment vous êtes traité, en fait. Parce que vous êtes noir, vous êtes africain. Et je m'étais dit, en fait, bah non, je peux pas. Certes, je suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, mais je peux être acteur, en fait. Je peux être acteur de ma propre vie. Donc, c'est là que j'ai commencé à beaucoup m'instruire, d'où j'insiste sur l'importance de développer son intelligence interpersonnelle. Parce que quand tu viens d'un bac pro, en fait, t'as pas de bagage. Et le seul moyen, en fait, c'était quand je quitte l'école, d'aller à la bibliothèque, de beaucoup m'instruire. Et c'est ça qui m'a motivé. Et aussi, j'ai toujours voulu retourner en République démocratique du Congo, être utile
servir à quelque chose, mais je me dis, avant de retourner en RDC, je dois faire quelque chose pour la jeunesse française au sens large, que ce soit blanc, arabe, mais prioritairement aux jeunes qui sont issus des quartiers sensibles, parce qu'aujourd'hui, ils sont pointés du doigt en disant que moi le premier, j'ai pas vécu dans un quartier. Pour moi, les jeunes des cités, c'était des branleurs, ils voulaient pas bosser. Alors si j'ai vécu dans une cité, cool. Moi aussi, je le prends bien. Voilà, Donc, des branleurs, des racailles. la première fois, il faut les passer au Karcher. je suis parti dans une cité en fait. J'ai discuté avec eux et c'est là que j'ai compris toute une autre histoire. Donc je me douille, je mets un point d'honneur sur le dialogue, c'est important. Moi, malheureusement, étant jeune, je l'ai pas eu. J'ai pas eu de grand frère qui a fait des études supérieures. J'étais livré à moi-même. Je me suis cassé la gueule plusieurs fois. Plusieurs fois. Je suis tombé, je me suis relevé. Et je me dis, en fait, je peux être un modèle pour ces jeunes-là. Moi, je suis pas de celles et ceux qui disent non, il faut faire un bac plus 5. Non. En fait, chacun doit évoluer dans son domaine, en fait. Tu veux être un maçon, ok. Travaille pour une personne, mais au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, mets-toi ton propre compte pour former d'autres jeunes, en fait. Donc, c'est vraiment ça mon approche. Et c'est ce qui m'a motivé, en fait, ce qui me motive encore, vraiment être utile pour tout le monde, pas forcément pour ma pomme, mais vraiment me dire, le jour où je vais mourir, grâce à moi, il y a Mustapha, il a créé une société, grâce à moi, il y a Marie, elle est avocate, donc laisser une petite trace de mon passage sur Terre. Ok. En fait, t'es arrivé, mais on t'a même pas demandé de te présenter, je suis désolé. Il n'y a pas de souci, je suis arrivée en retard en même temps. Du coup, moi, je m'appelle Lexa. Enchanté. Enchantée. Qui Lexa. Comme Alexa. J'attendais. Franchement, honnêtement, j'attendais. Du coup, moi, j'ai pas voulu la faire. Du coup, moi, je suis dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier. Donc, récemment, j'ai ouvert mon entreprise. Et merci. Et du coup, en attendant, je suis mes études et en même temps, je gère mon entreprise en immobilier. Une agence. Voilà. Une agence digitale pour l'instant, Okay. qui a pour but d'être du coup physique ensuite. Mais du coup, je réponds directement à la problématique. Oui, vas-y. Ok, d'accord. En vrai, moi, ce qui m'a poussée à avoir le parcours que j'ai aujourd'hui, déjà, moi, du coup, moi, je viens du Cap-Vert. On n'a pas de couteau, tout ça. On n'est pas dans les couteaux, vous inquiétez pas. Mais du coup, j'ai vu mes parents, déjà, la barrière de la langue. Et quand t'arrives, t'as pas de famille, t'as pas de repères, t'as des bouches à nourrir, tu dois trouver même si tu parles pas, tu vas parler en fait. Et du coup, ils ont beaucoup galéré jusqu'à qu'ils obtiennent ce qu'ils ont aujourd'hui, tout ça. Et moi, je me suis positionnée en enfant, déjà qui comprenait très facilement les choses, même s'ils le disaient pas forcément parce qu'ils voulaient pas m'inquiéter, dans le sens où c'est pas le rôle d'un enfant, on va dire. Mais en même temps, j'étais confrontée à l'école à ma différence. Et je me suis dit, mes parents, c'est pas ceux qui vont me représenter, mais moi, je peux les représenter. Et quand je vais à l'école ou à la télé, surtout à l'époque, il y avait rien ni personne pour me représenter. Et j'ai toujours attendu de pouvoir m'identifier à quelqu'un. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis dit, toi, tu veux t'identifier à quelqu'un, etc., mais t'es unique. Donc, au bout d'un moment, crée ton personnage, assume ton personnage, et peut-être que justement, tu vas aider d'autres petites filles qui étaient dans ton cas à l'époque à s'identifier et à se dire, c'est possible pour moi aussi. C'est surtout ça ma mission du quotidien, on va dire. Très belle mission. Hein. Merci. King X contorsionniste, mentaliste, graphiste. D'abord sur le volet conseil, parce que je crois que tout et chacun a donné 2-3 conseils. Moi, j'ai 2 conseils vraiment fondamentaux. Fondamentaux, je sais pas, ça va dépendre de... Fondamentaux, si tu veux. tu peux. Comme ça, D'abord, pour les Africains d'Afrique et pour les Africains d'origine. Pour moi, il y a une différence entre l'Africain d'Afrique, parce que moi, je suis Africain d'Afrique. Et tu as celui qui est Africain d'origine, en fait, c'est celui qui n'est pas en Afrique. Voilà, en fait, c'est l'Africain peut-être d'Asie, d'Europe et tout et tout. T'es sûr, il est ivoirien? Je suis très ivoirien. C'est de savoir. D'abord, conseil pour les Africains d'Afrique, c'est d'abord prendre conscience qu'on a une valeur, on a du potentiel. Il faudrait qu'on garde nos valeurs et nos richesses. Moi, c'est vraiment dans le développement de ma vie que j'ai compris qu'en fait, la source, c'est nous. On a eu beaucoup de choses qui sont entrées dans notre histoire, mais il faut qu'on garde la richesse et la valeur. Surtout, l'éducation africaine, pour moi, c'est la meilleure. Bien vrai que souvent, il y a des bastons, mais chaque
Il appelait ça baston. Baston, c'est quand tu peux rendre des coups. Hein. Quand c'est à sens unique, c'est pas une baston. Chaque C'est une bastonnade, bastonnade, c'est pas pareil. chaque bastonnade a un conseil vraiment derrière, tu vois. Tout le monde a été tu vois, giflé et tout, même moi et tout. Ouais. Mais en fait, il faut savoir que il y a une petite raison qui est très importante pour toi qui te fait bastonner là, actuellement, oui. Mhm. Il faut savoir après en fait, sur le coup, tu vas peut-être même avoir mal et tout. Mais après, quand tu vas grandir, tu vas dire, ah, La douleur va passer. oui, La mes douleur parents devient avaient force. raison. Mon oncle avait raison quand il me disait, si tu fais ça, tu vas être tapé. Si tu fais ça, c'est pas mauvais. Bah, non, non, non. Mais en gros, c'est vraiment garder ces valeurs et ces richesses-là. Et pour les Africains d'origine d'ailleurs, c'est de prendre, c'est de savoir la part des choses. Il faut prendre de chaque côté ce qui est bon pour vous. Parce qu'il n'y a aucune éducation qui est bonne ou mauvaise. Prenez juste le juste milieu pour vous. La double culture. Exactement. Et encore pour la société de manière générale. Oui. Étant Voilà. ivoirien, Évident. il faut savoir que on a des proverbes, on a des... Voilà, tout ça, ça fait partie de la culture. En gros, le proverbe que je vous donne, c'est un proverbe de ma région qui est tout simplement à l'intérieur, le parent élève l'enfant. À l'extérieur, c'est la ville, c'est la société qui l'éduque. D'où veuillez méditer ce proverbe africain là, voilà. Ça vous On va fera- méditer, ouais. Amen, Amen, amen. c'est le moment où tu dis amen en fait, ouais. Non, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit en plus. Mais on a vu qu'il était ivoirien là. Là, on a senti qu'il était ivoirien. Là, l'accent a couru même. Ah oui, faut revenir aux sources. Non, Vraiment. Koumassi. Ce qui est Je connais formidable, pas Koumassi. ce qui est formidable, c'est que quand tu parles, en fait, j'imagine le texte. Je vois les deux petits points. Premier point, deuxième ouais, point, ouais. troisième point. Tout Je est vois le structuré, texte. en fait. Mais c'est structuré, c'est incroyable. Bravo. Moi, ce que je pourrais dire d'abord, c'est un petit mot sur mon parcours. Moi, il faut savoir qu'en troisième, mon père voulait que j'arrête l'école. Mon père, pour moi, c'est un lion. Pour moi, c'est vraiment la figure du charisme. Tu vois. Et un jour, il me dit, écoute, moi j'ai mal au dos, je peux plus aller sur le chantier. Donc t'es le seul qui reste à la maison, il va falloir que tu fasses rentrer de la maille. J'étais en troisième, j'étais un très très bon élève, tout en restant humble. Et j'en parle à ma prof de français, je lui dis, écoute, pas pour moi c'est fini. Moi j'ai d'autres priorités. Elle me dit, attends, faut discuter avec ton père. Va voir mon père, elle lui parle, etc. Il veut rien entendre. Il veut vraiment rien entendre. Je dis quoi, écoute, lui, c'est mon investissement, c'est lui qui va faire rentrer le loyer, sinon on est dans la merde. Et puis la Hasse, c'est un bon endroit pour se motiver. Parce que quand on est au fond du trou, quand on est au fond du trou et que vraiment, tu peux pas aller plus bas, c'est très très solide pour faire des fondations. Et un jour, je l'accompagne à la CAF. Mon père, il avait très très honte. Il ne déteste les aides. Il va à la CAF et il y a une dame qui lui parle mal. Et moi, je suis à côté pour lui traduire. Et là, je lève la tête, je la regarde dans les yeux. Je me dis quoi? Ah ouais. Vous savez quoi? Je vais rien lâcher. Et j'avais promis à ce moment-là que quoi que j'allais faire, il fallait que je le rende fier et que plus personne n'allait lui parler comme ça. Yes. Ensuite, quand j'ai commencé à entreprendre, quand j'ai commencé à aller à l'école, j'ai tout de suite voulu toujours être le meilleur. Il est hors de question qu'il y ait quelqu'un au-dessus de moi. 19,5 en bac, je fais une licence, j'ai 19 en maths, je fais un master en robotique. Alors que je suis pas du tout issu du milieu, je le passe en candidat privé, je suis major de la promo. Ok. On veut bien tes Il a chiffres, tout hein. raflé. Il a tout raflé. Le travail, mais je ne dors C'est pas. vrai. Ouais. Je ne dors pas. Et c'est à ce moment-là, en fait, j'étais en poste. Je passais d'apprenti à responsable d'un secteur dans une très très grosse usine. On n'était que 2 Arabes. C'est là que j'ai vu aussi que parfois, les autres qui nous ressemblent ne nous rendent pas service. Oui, c'est vrai. Des fois, ils nous tirent dans les pattes encore plus. Vraiment, vraiment. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que vraiment qu'il y ait quelque chose qui fasse en moi. En fait, mon frère il m'a dit une phrase un jour, il m'a dit il faut que tu applaudisses les autres jusqu'à ce que ça t'arrive. La Moi, gratitude. Ouais, de ouf. Et moi, j'ai toujours été du côté où on m'applaudissait. Donc, j'avais pas vu le L'autre côté. truc. L'autre J'avais pas côté. vu l'autre côté.
Et après, j'ai commencé à me dire, en fait, les études, c'est que dalle. Et j'ai commencé à voir des mecs de quartier qui vendaient au marché, mais qui faisaient du chiffre d'affaires en veux-tu, en voilà. Et moi, je côtoyais les gens dans les universités, en fait, où leurs parents étaient derrière. Croyez-moi, et là, je suis désolé pour eux, ils sont beaucoup plus débiles qu'un gars de quartier qui est dans la débrouillardise. Ils sont trop assistés. Mais de malade. Ils savent pas ce que c'est la vraie vie en fait. Aujourd'hui, je donne des cours à Sciences Po, je donne des cours dans les collèges. Croyez-moi qu'un collégien n'a rien à envier à quelqu'un qui est à Sciences Po. Quelqu'un de Sciences Po, il ne fait que payer son diplôme. Mais en revanche, l'autre, lui, il est dans l'effort constant. Et ça fait absolument toute la différence. On lance une pâte à tartiner. Vraiment, ça part d'une idée à la con. Moi, je suis arrivé en France à l'âge de 12-13 ans. À l'âge de 12-13 ans, la même semaine, Ali, un Turc, arrivait aussi dans le même quartier. Parce qu'on parlait pas tous les deux français, ils se sont dit quoi, vas-y, on va les mettre dans la même classe. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le contexte, il est là. Le contexte, il est là. Et pareil, tu vois, je suis pas de ceux qui veulent changer le paysage, mais je préfère changer de regard. Je me dis, si à ce moment-là, ils n'avaient pas eu ce truc, ce biais cognitif de se dire, vas-y, ils vont pas nous casser la tête, on va les mettre tous les deux de côté, j'aurais jamais rencontré Ali. C'est vrai. Ali, lui, c'est quelqu'un, il est né dans le village de la Noisette en Turquie. Ah, voilà. ok. C'est voilà. bon. C'est bon, on comprend la Et on l'appelait storytelling. Noisette parce qu'il mangeait que ça, le frérot. En cours de récré, ça entendait crac, crac, crac. Tu entends, tiens, c'est encore Ali. Voilà. Et il a son parcours, j'ai le mien. Et déjà en cours, on a fait une 3e techno ensemble. Donc j'ai fait plasturgie. Et on a fait une 3e techno ensemble. Et à chaque fois qu'on était à deux, on explosait les scores. Mais vraiment, on explosait les scores. Et j'étais premier, il était deuxième, j'étais premier, il était deuxième tout le temps. Dans tout ce qu'on sait. Après, il a entrepris, c'est un Turc, il a une entreprise dans le bâtiment, évidemment. Pour pas casser le cliché. Pour pas casser le cliché, il entreprend dans le bâtiment. Aujourd'hui, sa société, elle fait entre 6 et 10 millions de chiffres d'affaires. Donc, c'est quelqu'un qui est posé. Okay. Et l'année dernière, on se retrouve exactement dans le même cas. Lui, quasi en faillite. Moi, quasi en faillite avec mon ancienne entreprise. Mon ancienne entreprise, je digitalisais des commerces de proximité, notamment des boucheries halal. Je leur permettais de faire ce que Uber Eats fait, c'est de la livraison à domicile. Faillite, on a tous les deux nos salariés, on se regarde, et il me dit, ça te dit on lance une pâte à tartiner? Je fais, frérot, je vends déjà des steaks. Je suis dans la merde, je peux pas goûter une pâte à tartiner. Et moi, je crois beaucoup au signe de la vie. 6 mois après, buzz sur Al Morjan. C'est vrai. Waouh, ok. Bon, Ali, ta proposition, elle tient toujours. Il me dit, ouais, je fais, t'es chaud, on prend un billet, on trouve un mec qui a un peu de goût, on le prend avec nous, on l'amène là-bas, et si au bout d'une semaine, on arrive à sortir un produit, eh bien, on se donne à fond et on le vend. Et c'est exactement ce qu'on a fait. À base de Red Bull et de café pendant une semaine avec des Kardashians, on a sorti Brunettes, on a lancé, et c'est moi qui ai fait l'étiquette. Je suis pas du tout designer. Je fais l'étiquette avec des vidéos YouTube, etc. On sort les pots, on fait le salon de la franchise, et là, il y a un mec qui prend un pot et me dit, pourquoi tes produits, ils ont pas de code barre? Il en faut un. T'as oublié un truc là. Et tout à l'heure, je vous dis, le contexte, il est là. Oui. Donc, au lieu de changer de paysage, on change de regard. On se dit quoi? Ok, on va faire en fait que des salons. On avait 1000 produits à vendre. La chance qu'on a, c'est qu'on ouvre à 9h. À 9h45, on n'a plus un seul pot sur le stand. Et on les vendait 25 €. Ok, super. C'est une dinguerie. Et là, on se dit, on tient quelque chose. Moi, je suis le commercial de la boîte. Lui, il est plutôt dans la logistique. On appelle toute la grande distribution. Et il me balaye d'un revers de main. Je dis, ok, d'accord. Comment est-ce qu'on pourrait faire? J'appelle tous mes potes. Je leur dis, quoi? Est-ce que vous allez dans ce magasin et vous leur demandez du Buenuts? Ils en ont? Non, t'inquiète, juste demande. Bonjour madame, est-ce que vous avez du Buenuts? Non. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez du Buenuts? Non. Au bout d'une semaine, à force d'entendre Buenuts, Comment créer la demande, quoi. Ouais. Exactement. Ils prennent leur téléphone, ils m'appellent. On avait du stock de ouf. Ils m'appellent, ils disent, ouais, monsieur, votre produit, il est demandé chez nous, est-ce qu'on pourrait négocier pour que, etc. On prend un rendez-vous, je dis, écoutez madame, j'ai tellement de demandes, il faut que ça se passe dans une semaine. C'était la semaine qu'il me fallait pour mettre un foutu code barre.
sur mon putain de produit. On met le code barre, on reçoit, etc. On envoie et après on fait de la communication et de fil en aiguille. Aujourd'hui, on est chez Carrefour, Leclerc, Auchan, Casino. On est chez Triangle National. On a ouvert 3 pays en seulement 2 mois. Et pas plus tard que la semaine dernière, Ferrero nous envoie une mise en demeure parce qu'à grosso modo, on leur fait un peu d'ombre. Et ça, c'est de la reconnaissance. Donc moi, si j'ai un conseil à donner aux jeunes, c'est qu'il faut foncer, il ne faut jamais baisser les yeux. À partir du moment où mon père, qui est l'homme charismatique par excellence, a baissé les yeux, je me suis dit quoi, ouais, on a un devoir de revanche. Et honnêtement, il n'y a pas meilleur entrepreneur que nos parents. Ils sont arrivés de leur pays, ils ne parlaient pas un mot français. Exactement. Regardez tout ce qu'ils ont construit pour nous. Ils ont construit des mosquées, ils ont construit des associations. Ils ne savent même pas écrire une lettre. Donc nous, on se doit à minima de faire 100 fois plus. À minima. Wow. Franchement, ton histoire, elle est forte. Hein. Elle est très très forte. Franchement, heureusement, t'as mis un code barre. Hein. J'ai mis un code barre. Censurable. Bah, mon parcours, il est un peu compliqué, mais bon, je vais le raconter. J'étais victime d'harcèlement durant 3 ans au collège. J'ai vécu la maltraitance côté familial dans la même période. Compliqué d'en parler avec les parents, de harcèlement et de côté avec les professeurs. C'est parti jusqu'au commissariat, jusqu'au tentative de suicide. Donc, mais ce qui m'a fait relever la tête, c'était les études. J'ai fait après le bac, j'ai fait 2 ans de BTS en gestion de PME. J'ai fait une licence en STAPS. Là, je suis en master en chef de projet. Et je crée ma marque à côté. Donc, voilà. Bravo, une marque de quoi? Une marque de vêtements, de sport, street, urbain, de luxe. C'est génial. Bravo. Super. Tu connais les déterminés? Je peux faire un peu de pub? Oui, moi, je connais les déterminés. Vas-y, fais ta pub. Alors, tu connais les déterminés? Non, pas encore. Donc, grosso modo, les déterminés, c'est une structure qui est montée par un Cergissois qui s'appelle Moussa Camara, qui lance sa boîte, qui échoue et qui se rend compte qu'en fait, il y a un véritable besoin. La détermination, nous, dans les quartiers, on l'a. Maintenant, ce qui nous manque, c'est le réseau, c'est les financements, c'est la structure et les outils. Et donc, il crée une formation de 6 mois totalement gratuite. Et tout ce qu'on va vous demander, c'est uniquement de la déter. Et moi, sur ma première boîte, j'ai participé, j'ai fait la formation. Et c'est ce qui m'a donné vraiment Parce qu'en fait, j'étais entouré de gens comme moi, qui partaient de strictement rien, et qui avaient exactement le mindset. Et on se disait, bah, de toute façon, on est dans la merde, mais on y est ensemble. Et ça va être notre force. Et l'idée, c'est que chaque déter est le premier client d'un autre déter. Et aujourd'hui, il y en a plus de 15 000 en France. Et c'est ce réseau-là, en fait, qui pourrait être utile pour toi. Si tu veux lancer ta marque, déjà, si tu as une base de clients de 15 000 personnes, il y a peu de chances que tu ne réussisses pas. Et honnêtement, ça va même te faire du bien en termes de confiance en soi. On a des coachs qui sont exceptionnels. Tu vois, moi, pour l'anecdote, la première fois que j'ai pris la parole en public, je suis tombé dans les pommes. Tu vois, mais à force de travail avec les déter, et tu vas pitcher pendant 6 mois, tous les jours, matin, midi et soir, mais en fait, ça devient simplement une habitude. Donc, si tu es chaud pour les déter, je te donnerai les contacts. Merci pour l'info. Avec plaisir. Cool. Moi, je te fais prendre. J'aime bien les trucs de plug là. J'aime Moi, j'aime bien ce qui se passe. J'aime bien. D'ailleurs, il y a un échange. Jennifer. Bah moi en fait, moi j'appelle ça une éducation en tripartie, c'est-à-dire mes parents, mon frère et la cité. Et j'ai vu des gens tomber, j'ai vu des gens mourir, j'ai vu des gens aller en prison. J'ai vu des filles, parce qu'il y a le côté masculin de la cité, mais il y a surtout le côté féminin de la cité, pardon, où en fait les femmes elles ferment leur bouche et elles ne font rien. Ouais. Et donc moi en fait j'ai voulu un peu casser le cliché, c'est-à-dire que j'ai fait des études parce que c'était payé, c'était en alternance. Et en fait à chaque fois que je parlais on me disait mais je comprends pas, tu viens d'où? Tu viens de Paris? Je sais pas du tout. Ah, je viens de la cité. Et en fait il y avait un regard qui changeait. Et à partir de là je me suis dit bah en fait non, en fait les gens de cité on a beaucoup, enfin pas beaucoup plus de valeur que quelqu'un d'autre, mais on a une grande famille, on a une grande richesse. Et moi, quand j'étais petite, j'avais pas cette notion de couleur de peau, mais de famille. C'est-à-dire qu'on allait chercher la glace chez la maman d'un tel à 50 centimes, le maïs chaud à droite à gauche. Et en fait, c'est surtout que cette richesse, elle reste. Ces chances, elles restent, en fait. Et qu'en fait, on s'entraide tous ensemble, peu importe de là où on vient. Et que même si on nous dit, ce qu'on m'a toujours dit, tu feras jamais rien de ta vie, bah, finalement, qu'on n'écoute pas ces mots-là et que ce soit une force, en fait. Surtout. Ouais. Ben, moi, ce que je peux récapituler un peu tout ce que vous avez dit. Je pense que
Aujourd'hui, les jeunes, ils ont besoin de rêver, en fait. Moi, j'ai toujours dit à mes petites sœurs, il y a un truc, on ne peut pas te taxer, c'est tes rêves. Et plus tu rêves haut, plus tu atteindras au moins quelque chose de haut, en fait. Ne pas se limiter dans tes rêves. La personne qui a créé la climatisation, elle ne s'est pas arrêtée, elle a voulu changer quelque chose, en fait. Et elle ne s'est pas arrêtée, même si on lui a mis des bâtons dans les roues, elle allait jusqu'au bout. Donc, je pense que les jeunes aujourd'hui, surtout ceux qui viennent des cités, qui viennent de l'immigration, mais même ceux qui ne viennent pas de l'immigration, en fait, tentez des choses et rêvez, en fait. Mais surtout, faites en sorte de ne pas être un poids pour la société, en fait. Ouais. Faites en sorte de ne pas être un poids pour la société. Moi, je pense que... Moi, j'ai grandi dans une ZEP. Enfin, j'étais dans une ZEP et j'avais des potes qui me disaient, de toute façon, la France, c'est niqué pour nous. Et à un moment, je dis, mais si la France, c'est niqué pour toi, pourquoi tu continues? Arrête. Abandonne. C'est pas la peine d'essayer, mec. Tu vas rien arriver. Et en fait, cette mentalité, je me suis dit, en fait, non, je veux pas avoir cette mentalité, en fait. Parce qu'en fait, si tu pars avec l'idée que c'est mort, que c'est mort dans le film, tu vas rien tenter. Bien sûr. Et il faut tenter des choses, il faut rêver. Et on a tous aujourd'hui vu nos parents. Moi, il y a une chose que ma mère elle m'a dit quand elle est arrivée du Congo et qu'elle avait ses diplômes et qu'on ne pouvait pas travailler en France avec ses diplômes et qu'elle était obligée d'aller chercher un travail de femme de ménage. Elle est arrivée une fois dans le bureau d'un directeur et lui a dit, par contre, vous savez, aujourd'hui, je suis prêt à tout faire pour nourrir mes enfants. Par contre, il y a un truc que je ne ferai jamais, c'est vendre mon corps. Et le jour où ma mère elle m'a dit ça, j'ai fait waouh. Et en fait, tu disais tout à l'heure quelque chose que je trouve très parlant, c'est qu'on a grandi dans des familles où il y a des choses qui se passaient mal, mais nos parents ne nous le faisaient pas ressentir. C'est vrai. Oui. Nos parents ne nous les faisaient pas ressentir. On parlait tout à l'heure de l'amour de nos parents, ils ne nous le montrent pas. Mais en fait, quand tu as un père qui vit des choses improbables, ou ta mère qui vit des choses improbables, et toi, elle fait tout pour que la vie soit rose, ça, c'est une personne, elle te montre qu'elle t'aime, en fait. Et toi, tu la vois, et quand tu vois ça, tu dis, en fait, oui, il faut que je fasse quelque chose de ma vie, en fait. Il faut que j'ai un mandat, en fait. Il faut que je réalise quelque chose. Et je pense que la génération d'aujourd'hui, c'est vous qui construisez la société. Hein. Et si vous partez du principe que le monde, il est tout fou, on fait ce qu'on veut, ouais, il y a des gens qui vont se lever un matin, balancer des bombes dans un autre pays parce qu'ils pensent ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, en fait. Ouais. Non. On vit dans un monde, chacun doit se respecter, mais chacun doit savoir que dans cette société, on apporte tous quelque chose et ça commence avec le rêve de société qu'on veut construire. Quel est le rêve de société que vous voulez? Commencez par là, posez-vous la question. Pour les jeunes qui viennent de banlieue, oui, il n'y a pas beaucoup de représentation, mais sois la représentation demain pour quelqu'un. Yes. Tu l'as dit tout à l'heure, en fait. On n'a pas beaucoup de représentation, qu'à cela ne tienne. Soyons la représentation de demain. Aujourd'hui, dans cette salle, je vois des gens, effectivement, vous ne pouvez pas voir toute la salle parce que les caméras sont fixées sur nous, mais dans cette salle, pour moi, je vois la représentation de la France. Et en fait, la société de demain, c'est nous. La société de demain, c'est vous. Donc, en fait, construisez la société que vous voulez et ne laissez pas des gens venir vous mettre des trucs dans la tête. Aujourd'hui, vous ouvrez la télé, les médias, on vous montre les uns contre les autres. Non, la vie, c'est pas ça, en fait. Dans la vie, tu auras besoin des autres pour réussir. Il n'y a personne qui réussit seul. Exactement. Il a rencontré Peanut. Okay, il a rencontré Noisette. Okay, bah oui, avec Noisette, ils ont construit un truc aujourd'hui qui est vendu partout. Il l'aurait pas fait seul. Et oui, le réseau Stand Up Wake Up, c'est justement s'appuyer sur des personnes de bonne volonté et qui veulent justement s'impliquer pour changer les gens, pour changer la vie de demain, en fait. Parce que la vie se joue aujourd'hui pour nous, pour les jeunes qui vont arriver. Et on a besoin de ça, de rêver. On a besoin de rêver la société qu'on veut et d'arrêter de se dire, mais en fait, c'est mort. Mais en fait, si c'est mort, franchement, laissons tomber. Hein. Et puis, laissons le monde. Ouais. Non. Prenons nos mains, mettons la main dans la mouille s'il faut, mais changeons-nous, en fait. Changeons la société et arrêtons de penser qu'aujourd'hui, ce sont les partis politiques qui vont changer la France. Non. C'est nous, en fait. C'est nous qui allons changer ce pays. Donc, ne vous dites pas, non, je vais voter pour qui. Non. Parce qu'en vrai, si on est honnête, il n'y a aucune personne qui se dit, moi, je suis de droite et pas de gauche. Non. Non. Franchement, il y a des gens, ça va choquer. Il y a sous certaines idées, quand je lis le programme du RN, je me dis, ah, tiens, ça, ils n'ont pas tort. C'est un fait. Tu vas avoir des idées de droite, de gauche. C'est un être humain, en fait. L'être humain est complexe. Clair. Et on essaye de vous faire croire que non, vous n'êtes pas complexe, tu n'es que de gauche ni de droite. Non, il y a des choses qui disent à gauche, je dis, mais vous racontez de la merde, qu'est-ce que vous racontez? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la société d'aujourd'hui se construit avec nous, se construit avec vous demain, et rêvez votre société, en fait. Et n'hésitez pas, franchement, il n'y a pas de taxe sur les rêves. Okay? Il n'y a pas d'impôt sur le rêve. Rêve autant que tu veux, rêve grand, et entoure-toi des personnes qui peuvent t'emmener quelque part. Je le dis vraiment, on n'arrive pas seul, et on a besoin des gens. Moi, je crois toujours, tu parlais d'un proverbe tout à l'heure, moi je dis la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Si tu vas arriver quelque part, éloigne-toi des gens qui dorment jusqu'à 10h du matin. De ouf. Okay. Bien. Tu vois, Abdel, ici, je pense que
s'il travaille avec Noisette, c'est parce qu'ils savent qu'avec Noisette, ils sont capables ils vont se lever tous les jours à telle heure pour accomplir un objectif. Tu as un objectif à atteindre, au bout d'un moment, regarde des personnes autour de toi qui vont t'aider à y arriver. Le gars se lève à 10h, dis-toi, pour le moment, c'est pas le temps en fait. Fixez-vous des objectifs. Tout à l'heure, Anne a parlé d'objectifs. Oui, c'est ça la vie en fait. Franchement, des petits objectifs atteignables, faites-le. Et je peux vous assurer que c'est comme ça que tu arrives à faire des grandes choses. Les gens vont te faire croire qu'il y a un niveau que tu ne peux pas atteindre. Tu peux tout atteindre comme niveau. Il faut juste savoir avec qui tu marches et rêver ton avenir, en fait. Rêver ta société. Et tu vas l'accomplir. Donc, comme disait l'autre, hein, I have a dream. Ayez un rêve, quoi. Yes. Ouais. Franchement, ayez un rêve. Et franchement, je remercie vraiment tout le monde de sa participation. Je vais juste laisser Jennifer finir sur les annonces. Alors, les petites annonces. Donc, déjà, le 28 juin, il y aura donc le prochain podcast. Et bien sûr, le 5 juillet 2025, la Team Challenge. C'est une journée de cohésion avec un peu tout le monde. Enfin, vous êtes les bienvenus, si vous voulez. Qui aura lieu donc dans un lieu tenu secret pour l'instant. Mais dans quelques jours, le lieu sera donné. Ensuite, il y a quelques autres dates. Il y aura donc le 6 juillet 2025, on sera présent au quai 54. Donc voilà. On va participer aussi à l'événement du 11 juillet, un événement qui est avec notre partenaire sur la mode et au pied de la Tour Eiffel. Et donc voilà. Et on va commencer aussi à partir de 4 octobre, face à face avec un recruteur. En fait, c'est un événement qui permet aux jeunes donc de trouver différents recruteurs et de se préparer, en tout cas avec un accompagnement particulier pour trouver son job de rêve. Et on va commencer aussi le projet qui est Digitalent. À partir de mars 2026, on va commencer les castings pour trouver notre futur talent dans différents domaines. Ça peut être artistique, ça peut être la danse, ça peut être plein de choses. Donc voilà. Et je vous laisse aussi à vous nous parler un peu de votre actualité. Donc si vous avez quelque chose à dire sur vos produits, etc., on vous écoute. Alors, nous, comme je vous le disais tout à l'heure dans le petit historique, on a lancé Buenote, ça fait 2 mois. On a la chance, de par l'effort, d'avoir eu accès à Auchan, Leclerc, Carrefour et Triangle. Donc, je vous invite à goûter et à me faire vos retours. Ok, super. Nickel. Et dernière actu, excusez-moi, j'ai oublié. Tous les lundis à 18h, on a notre marraine, Prudence Leroy, qui se trouve dans la série Tout pour la lumière. Donc, on vous invite à la regarder et à partager ça aussi autour de vous. Ouais. En fait, on a dépassé le temps, les gars. De toute façon, là, vous allez enchaîner avec le point presse. Donc, en tout cas, moi, je vous remercie d'être passé. Merci pour cette conversation. Et comme on dit chez Stand Up Wake Up, passez une bonne journée et bon baiser de Stand Up Wake Up. La team Stand Up Wake Up. Bon baiser de Stand Up Wake Up. Et vraiment, merci beaucoup à tous. Et on se revoit donc à nos auditeurs. On se revoit la semaine prochaine. Exactement. Bon, je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end. Et beaucoup de mafé, tout ce que vous voulez.